Salut, bienvenue à l'Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche aujourd'hui, jeudi 1er mai. J'espère que tu as passé une belle journée. Hey, mai qui commence, c'est l'été qui s'en vient, ça veut dire. Écoute, j'espère que on va passer une belle fin de semaine. On est jeudi, déjà jeudi. Écoute, tout un live pour toi aujourd'hui. On n'est pas en live, hein, tu m'écoutes en première plutôt, parce que tu sais que j'ai été... je suis suspendu sur ma chaîne YouTube à cause de la plainte de Radio-Canada, finalement, qui n'ont pas levé. Donc, jusqu'à mercredi prochain, là, ça va être comme ça que je vais faire mon direct, donc en différé. Hein, je le fais en circuit fermé, puis après ça, je peux le mettre quand même sur ma chaîne YouTube, mais je n'ai pas le droit pour l'instant de faire des directs sur YouTube. Donc, désolé pour cet inconvénient, mais écoute, j'ai quand même tout un live pour toi. Je t'invite vraiment à mettre un pouce, à commenter, à partager. C'est bien important pour ma visibilité de ma chaîne. Puis pour cette vidéo-là, ce soir, ce direct-là, écoute, on parle aujourd'hui, entre autres, de M. Drainville. Hein, j'ai une capsule, là. D'ailleurs, j'ai mis la conférence, le point de presse qu'il fait sur les écrans dans les écoles, les cellulaires dans les écoles, une interdiction. Il annonce une interdiction, on va le voir, là. Il annonce ça en 4 volets, très intéressant. Puis on va voir aussi... la réaction des oppositions, sont-ils d'accord avec ça, sont-ils pas d'accord avec ça? On va regarder ça ensemble. Ça, c'est vraiment toute une nouvelle aujourd'hui hein, qu'on apprend, là, qu'à partir du mois de septembre, les étudiants dans les écoles n'auront plus le droit d'avoir leur cellulaire à main là, dans la classe, dans l'école, même à l'extérieur là, de la classe, pendant les cours, sur le site de l'école même, que ce soit à la cafétéria ou que ce soit après ça dans le cours d'école, quoi que ce soit, là, ils vont pouvoir vraiment apprendre à se connaître, au lieu d'aller voir s'ils ont des gemmes, là, Donc, c'est vraiment une chance qu'on a fait ça, honnêtement, là. En tout cas, on va en parler plus tantôt. Il y a tellement de nouvelles aujourd'hui. On apprend aussi que M. Duhem, finalement, hein, il hésitait. Il va-tu se présenter? Il va-tu mettre son candidat qui avait bien fait la dernière fois dans Arthabasca? Parce que là, on sait, M. Éric Lévesque, là, il a démissionné. Donc, d'ici le mois de septembre, M. Legault devrait déclencher la partielle. Parce qu'il y a 6 mois pour le faire, tu le sais. Donc, est-ce qu'il va le faire tout de suite, là, avant l'été? Est-ce qu'il va attendre la dernière minute au mois de septembre? T'sais, bon. D'une façon ou d'une autre, pour M. Duhem, ça change plus ou moins quelque chose, je te dirais, parce que même si là, on est rendu au mois de mai, la période, la période parlementaire là, finit là, début juin. Je ne sais pas exactement la date, si tu le 6 juin, 11 juin, quelque chose comme ça. OK? Donc, le temps de partir des élections, on ne le verrait pas de toute façon ce printemps à l'Assemblée nationale poser des questions à M. Legault s'il se faisait élire là, rapidement. OK? Ça n'arrivera pas. Donc, s'il a à se faire élire, M. Duhem, ben, on va le voir hein, dans la prochaine session parlementaire, là, au mois de septembre. Bien hâte de voir ça. Donc, il décide de se présenter lui-même dans Arthabasca. Je vais probablement contacter son attaché de presse, Cédric, là, que je salue, pour faire venir mon émission, pour qu'on lui pose des questions, à savoir qu'est-ce qu'il a décidé. Pourquoi il a décidé finalement d'y aller lui-même dans ce comté-là, au lieu d'attendre. De mettre son poulain, qui avait une chance aussi, c'est sûr. Ça va se battre en avant entre le PQ puis le PCQ dans ce comté-là. Il aurait pu vraiment avoir un pion là, puis lui avoir accès à l'Assemblée nationale par la suite, comme il a fait avec Isabelle Claire Sanson. En tout cas, il a décidé, je sais pas, c'est sûrement une bonne décision. J'ai hâte de l'entendre là-dessus. Parlant d'élection, écoute, changement de bord finalement à Terrebonne encore. Madame, comment je me souviens son nom? Madame Desgagnés, c'est ça? En tout cas, la candidate du Bloc, elle était en avance, tu sais, par quelques votes, quelques dizaines de votes. Puis là, hop, ça a changé de bord quand ils ont ouvert le dernier boîte. Puis là, ils ont même annoncé que le Parti libéral avait remporté Terrebonne. Hey, imagine-toi, un comté complètement bloquiste, là, bleu, bleu, bleu. Tout d'un coup, quelqu'un qui vient de Port-au-Prince, qui est ici depuis 2009, s'en vient rafler, toi, Terrebonne, sous le Parti libéral en plus de ça. C'est carré, tu sais, ça montre à quel point que les gens déraisonnent à cause de Mégatron. C'est juste ça, il n'y a pas d'autre explication, tu le sais.
Mais là, finalement, retournement, finalement, hop, c'est elle qui pogne le bloc, 40 quelques sièges de plus. Donc, écoute, c'est excessivement serré, ça va aller en racontage, bien sûr. Fait que, mais là, à vue de nez comme ça, probablement peut-être que le bloc garderait son comté, dans le fond, j'espère. D'ailleurs, il pourrait faire un petit vox pop là, dans Terrebonne, puis les gens étaient assez surpris de voir que c'était pas le bloc qui avait gagné sur leur territoire, tu sais. Mais finalement, peut-être que ça va être ça qui va arriver. On va voir. M. Paradis, il veut absolument, là, du bloc, pas du bloc, mais du PQ. C'est un vase communicant, là. Donc, M. Paradis du PQ, il veut qu'on recommence la commission Galland, là. Il veut absolument, tu sais, parce que M. Galland, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'apparence, là, de conflit d'intérêts est trop présent. C'est tous ses amis. C'est lui qui va juger si il y a un conflit d'intérêts ou pas, tu sais, imagine-toi. Fait que c'est sûr que c'est inacceptable, là, quand on apprend tout ce qu'on apprend, là, c'est-à-dire, là, qui fait citer, il donne des contrats sans appel d'offres à des gens qui sont impliqués, qui étaient impliqués à ce moment-là, en plus de ça, pour enquêter. Hey, écoute, c'est fou, là. Ça devient un cirque. Puis M. Paradis, ben, il dénonce ça, je le comprends à 100%. Aussi, écoute, c'est M. Tanguay, on va le voir tantôt là, dans les extraits, mais M. Tanguay, il y a des sources, là. Il y a une source qui lui dit qu'on prépare la succession de M. Legault. On va en entendre plus parler tantôt, puis on a posé la question aux autres oppositions, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Aujourd'hui, d'ailleurs, M. Dubé brillait par son absence à l'Assemblée nationale, je ne sais pas pourquoi. Hein? Hey, t'as-tu vu hier comment il s'est fait ramasser un peu par... Écoute, c'est effrayant, là. M. Dubé, ça en était gênant pour lui. Chacun un petit peu, tu sais, humainement, je parle, là, mais en même temps, c'est lui le ministre, c'est lui qui est responsable. Il y a des problèmes, fait qu'il doit répondre des problèmes, puis c'est des problèmes tellement... Ça n'a pas de bon sens que... Aujourd'hui, il s'est absenté, peut-être pas pour cette raison-là, là. Je dis ça de même, je fais 1 + 1 = 2, là. Je me demande pourquoi il n'était pas là aujourd'hui. C'est Mme Bélanger qui a pris la relève, qui a dû répondre. Imagine-toi. Fait qu'on j'ai quelques extraits là-dessus aussi aujourd'hui pour toi. Comme je te dis, j'ai tout un live pour toi. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on prépare la succession de M. Legault? Ça, qu'est-ce que tu en penses, toi? Hein? C'est hâte de voir. Donc, la décision aussi pour Lyon est prise. Là, il était supposé peut-être de rallonger un autre 17-20 millions, on parlait, j'entendais des chiffres comme ça, là, entre 17 et 20 millions de subventions à Lyon pour qu'il essaye de sortir de son marasme, là, qui n'est pas capable. Finalement, il abandonne Lyon. Donc, ses jours sont vraiment comptés maintenant. Puis quand on sait ce qu'on sait, c'est-à-dire que on a obligé tous les autobus scolaires à acheter leur autobus scolaire de Lyon. Tu sais, si tu vas avoir la subvention, ben là, il faut que tu achètes de Lyon. Puis là, il y a problème de pièces. Qui va faire, il va réparer ça si Lyon n'existe plus? Comment ça va fonctionner? Ça devient un bourbier, là. C'est l'enfer. Donc, le gouvernement arrête les frais, là. Je sais pas pourquoi. Il est à partir, il a mis 143 millions. Pas à 20 millions près, là. À un moment donné, il faut arrêter ça. Hein? C'est comme une minoune. Tu sais, une minoune, là, elle est scrap, tu sais. Mais si tu mettais 1 000$ dessus, tu pourrais encore rouler avec, tu sais. Fait que tu y mets 1 000$ dessus, 2 semaines après, hey, c'est le moteur qui saute. Là, ça te coûterait un autre 3 000, tu sais. Mais là, tu viens de mettre 1 000. Fait que là, si tu veux pas prendre ton 1 000, tu rajoutes 3 000. Fait que là, t'es rendu à 4 000, tu comprends? Puis là, à un moment donné, écoute, l'alternateur sauve. Tout saute. Parce que c'est une minoune. Fait que là, à un moment donné, c'est quand tu prends la décision, là, que tu arrêtes les frais puis que tu dis non, là, c'est fini là. Ben, Lyon, ça a pris 143 millions avant de dire non, on a un autre 17 millions, on oublie ça. Tu vas voir que les oppositions sont toutes bien contentes de ça. Aussi, écoute, hier, il est arrivé quelque chose dans une motion à l'Assemblée nationale où pour le projet 89 sur les grèves, là, comme, tu sais, encadrer les grèves. Pas interdire les grèves, là, mais encadrer les grèves, ça ne fait pas l'affaire des syndicats, ça. Puis là, il y aurait eu du grabuge. Il y a des syndicats qui auraient été jusqu'au domicile d'un ministre. Tu sais,
c'est quand même inacceptable de faire ça, de l'intimidation au niveau politique de même. Là. Les syndicats s'en vont voir le ministre puis ils l'intimident direct chez eux, là, sur son balcon. Là. On n'est pas dans une république de bananes, là. On ne veut pas voir ça ici, OK? C'est bien sûr. Puis là, QS aurait rejeté la motion, tu sais. Hey, en tout cas, tout ça pour dire que, parce que c'est le lobby des syndicats QS, tu le sais. Puis M. Legault, à un moment donné, il s'est énervé avec Mme Gazal. On va le voir là, en détail tantôt, mais juste te donner un in, là. Puis il les a traités d'extrémistes. Puis écoute, ça a créé le chaos dans l'Assemblée nationale. On va voir ça tantôt. Aussi, on voit, écoute, comme je te dis, j'ai tout à faire. Aussi, M. Tanguay, là, tu peux le voir d'ailleurs, à l'heure que je te parle, c'est sûr qu'il est sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire l'étude, ça dure 4 heures, là. C'est l'étude de crédit, volet exécutif. Puis là, tu vois, c'est M. Legault, M. Tanguay, tu sais, il a son équipe, chacun a leur équipe. Là, il questionne, tu sais, sur les dépenses du gouvernement, bon, puis tout, et d'autres questions, les allégeances, par exemple, es-tu fédéraliste, Legault? Fait que c'est une conversation qui est beaucoup plus... t'es pas calculé, tu as 15 secondes là, pour répondre. Tu sais, ils ont fait deux sessions, une de 1 heure, quelque chose comme ça, puis l'autre de 3 heures, quelque chose. Ça donne un gros 4 heures, là, d'études de crédit, où M. Legault est obligé de répondre. Fait que là, dans la conférence de presse ce matin, M. Tanguay est venu nous relater quelques petits points là, qu'il a discuté avec M. Legault. Ça me donne le goût d'ailleurs d'aller voir au complet. Moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas le temps encore, mais peut-être qu'en fin de semaine, là, je vais essayer d'aller voir ça. En tout cas, avec l'intelligence artificielle, me faire un résumé ou quelque chose. Là. Fait que, écoute, c'est tout un live pour toi. Fait que je m'en allais dire, on va aller voir qui c'est qui est là, mais je suis tout seul, là, malheureusement. C'est pas pareil, hein. Faire ça tout seul, j'aime tellement mieux ça quand t'es là avec moi pendant qu'on le fait, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Au moins, je te fais quand même, c'est ça qui est important. Donc, on va commencer tout de suite. Écoute, je suis déjà placé, mais je t'invite à mettre un pouce, à commenter, à partager, à me faire un don si tu es capable. Là, en dessous de cette vidéo-là, tu as tous les liens pour me faire un don, soit PayPal, Terrac, virement, c'est facile. Puis ça va m'aider, là. Ça me coûte tellement cher faire ce que je fais. Puis j'aimerais ça en vivre éventuellement. Donc, si tu es capable, là, vraiment, ça serait très apprécié. Donc, commençons tout de suite avec M. Drainville, puis son annonce aujourd'hui sur l'interdiction des cellulaires à partir de septembre dans toutes les écoles du Québec. Donc, ça leur donne quand même là, le reste de l'année. C'est-à-dire, mai, on commence aujourd'hui, mai. 1er mai, annonce ça. Donc, il reste 2 mois, plus tout l'été. Bon, il reste un gros 4-5 mois avant qu'on recommence la prochaine rentrée scolaire. Puis là, c'est là que ça va s'appliquer, ce qu'il va nous raconter. Écoute-les, il nous explique dans le fond son plan en 4 volets, OK? Mais aussi, si tu veux, je te dis là, en ce moment, probablement qu'en ce moment, là, que tu l'écoutes, ma vidéo, j'ai mis son point de presse intégral. Donc, après qu'on lui pose des questions et tout, mais moi, je vais te présenter là vraiment, c'est quoi son plan en 4 volets, écoute ça. Alors, le plan que je vous présente compte 4 volets. Premier volet, l'interdiction du cellulaire sur tout le terrain de l'école. Dès la rentrée 2025, l'usage du cellulaire, des écouteurs et des appareils mobiles personnels sera interdit du début jusqu'à la fin des cours, y compris pendant les pauses et le dîner, et ce, sur tout le terrain des écoles publiques et privées du Québec. Cette décision vient renforcer l'interdiction en classe qui est en vigueur depuis le mois de janvier 2024. L'annonce d'aujourd'hui, c'est aussi la suite concrète et logique de la première recommandation de la Commission transpartisane de l'Assemblée nationale du Québec sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux. Je remercie à nouveau tous les députés membres de cette commission, tous partis confondus, commission, je vous le rappelle, présidée par la députée Amélie Dionne. Les écrans sont trop souvent l'élément déclencheur de situations d'intimidation. Trop de moqueries, trop d'insultes, trop de conflits, trop de gestes de violence prennent naissance sur les cellulaires
parfois même pendant les heures de classe. C'est ce que nous a dit le service de police de la Ville de Montréal lorsqu'ils se sont présentés devant la commission sur les écrans. Imagine. Les jeunes eux-mêmes l'ont dit à la commission sur les écrans. Plusieurs d'entre eux apprécient l'interdiction d'utiliser leur cellulaire à l'école. Cette mesure favorise la socialisation, car les élèves n'ont plus le réflexe d'utiliser le cellulaire dès qu'ils ont un moment de libre. C'est ça. Dit autrement, quand il n'y a pas de cellulaire, les jeunes se parlent. D'ailleurs, je viens d'en rencontrer 5 jeunes femmes, secondaire 5, à l'extérieur. Elles me demandaient ce que je venais faire. Je leur ai dit, c'est sur les cellulaires. Puis elles m'ont dit, qu'est-ce que vous allez annoncer? Mais je dis, on va les interdire pour toute la journée. Puis elles m'ont dit, bravo. Puis j'ai dit, pourquoi vous me dites ça? Ben, elle dit, parce que quand il n'y a pas de cellulaire, on se parle. C'est 5 amis, là. Ils sont ensemble depuis secondaire 1. Un des jeunes rencontrés par la commission sur les écrans a soulevé que les cellulaires créent une barrière pour se faire des amis. Moi, je trouve ça très parlant aussi comme citation. Alors, il reviendra, c'est important de le dire, il reviendra à chaque école de déterminer sa façon de mettre en place l'interdiction en s'inspirant notamment des écoles qui le font déjà. Je pense notamment à l'école de Rochebelle, où nous sommes présentement, qui a commencé à mettre en place l'école sans cellulaire pour les secondaires 1 et 2. Ça, c'était le premier volet. Deuxième volet, de nouvelles règles de vie axées sur le respect. Les écoles publiques et privées devront modifier leur code de vie pour y inscrire clairement des pratiques et des comportements qui favorisent le respect. 1. Le vouvoiement deviendra la norme dans toutes les écoles du Québec. 2. Les élèves devront désormais s'adresser aux adultes et au personnel scolaire en utilisant les termes « monsieur » ou « madame ». Attention, là, monsieur, madame. Puis si c'est pas un monsieur ni une madame, qu'est-ce qui arrive? Non, mais c'est la question se pose. Hein. Ça se fait déjà dans beaucoup d'écoles, mais on veut que ça devienne la norme dans toutes les écoles. Le code de vie de chaque école devra aussi inclure des règles de base communes, comme le respect des biens de l'école, ou encore l'utilisation de marques de politesse avec les autres élèves et aussi avec les membres du personnel. Sous réserve de l'adoption de notre projet de loi 94 sur la laïcité, on ajoutera aussi au code de vie, je vous le rappelle, le respect des valeurs fondamentales de la société québécoise, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui doit se traduire à l'école par l'égalité entre les filles et les garçons. Ces valeurs sont non négociables. Ce sont les fondements même de notre société et ils doivent se vivre dans nos écoles au quotidien. En cas de manquement aux règles, il doit y avoir des conséquences adaptées à la gravité des gestes. Ça pourrait aller d'un avertissement à une expulsion, en passant par des gestes réparateurs, comme une lettre d'excuse, des services rendus à l'école ou des travaux communautaires. Chaque direction d'école conservera la latitude nécessaire pour appliquer des sanctions justes et appropriées selon les circonstances. Ces sanctions et mesures réparatrices seront prévues dans les codes de vie et inscrites dans les codes de vie d'ici janvier 2026 ou même avant, si les conseils d'établissement le décident ainsi. Je vous le rappelle, interdiction du cellulaire dès la rentrée de 2025, les modifications au code de vie au plus tard janvier 2026, pour laisser le temps aux écoles de s'ajuster. Troisième volet, les parents, premiers éducateurs de leur enfant. Je reprends, troisième volet, les parents, premiers éducateurs de leur enfant. On ne le dira jamais assez, le respect et le civisme, ça commence à la maison. Exact. Dès la prochaine rentrée, chaque école devra s'assurer que les parents prennent connaissance du code de vie. Les parents devront collaborer activement avec le personnel scolaire pour soutenir l'application de ces règles de vie.
On parle ici, par exemple, de signer le code de vie ou encore l'obligation de participer à des rencontres à l'école lorsqu'un problème survient avec ton enfant. Quatrième et dernier volet. Hey, t'es obligé de dire, toujours de mettre dans une loi, là. T'sais, là, t'as un enfant, toi. Ben oui, t'as un enfant. T'sais, quand on a un problème avec ton enfant, puis on t'appelle à l'école, pour qu'on en discute, il faut que tu te présentes. Il faudrait qu'aussi t'aides au civisme, là. T'sais, le respect, là, de ton professeur. Si tu dis toute la soirée que c'est une cruche, son professeur, puis c'est une tache, une épaisse, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, lui, le lendemain, quand il va arriver dans la classe? Quand il la regarde, qu'est-ce qu'il voit? Oui, une cruche, une épaisse. Tu sais, c'est ça, là, pareil. Puis ça, là, moi, j'ai jamais élevé mes enfants de même, c'est sûr. Là. Si tu veux du respect, il faut que tu respectes. Là. Tu vas avoir autant de respect que tu donnes dans la vie. Tu peux pas demander du respect si tu n'en donnes pas. Tu sais, c'est... Non. Fait que si toi, tu respectes pas les gens autour de toi, t'imagines-tu s'ils te traiteraient de la même façon? Puis c'est ça qui va arriver. C'est inacceptable. On s'en va où? Dans une société de violence, de non-respect, ou le plus fort la poche, on retourne au Moyen-Âge, c'est quoi, là? Ah, mais, tu sais, moi, ce qui me fait capoter, c'est de voir qu'il est obligé de le dire, là. Déploiement d'une équipe d'intervention pour soutenir les écoles. Dans le cadre de ce plan sur le civisme, j'annonce le déploiement d'une équipe d'intervention pour venir en aide aux écoles qui vivent des situations de violence particulièrement difficiles à gérer. Cette équipe est composée de personnes d'expérience en éducation qui connaissent la réalité du terrain et qui pourront soutenir les directions d'école et les équipes écoles. Ça, c'est bon. À ce jour, il y a déjà 7 écoles qui reçoivent l'appui de l'équipe d'intervention. Okay. À quoi ça ressemble concrètement? Par exemple, une école signale une situation qui dépasse sa capacité. Beaucoup d'incidents violents, du taxage, possiblement de la violence armée. Alors, l'équipe de direction communique avec le ministère et là, l'équipe d'intervention se met en lien avec la direction d'école pour analyser le problème et pour proposer des pistes de solutions. Puis si c'est nécessaire, les experts iront à l'école pour évaluer eux-mêmes la situation, bâtir un plan d'action adapté à la situation de l'école en collaboration avec l'équipe école et les personnes en autorité, direction d'école, direction de centre de service, les services policiers si nécessaire, etc., etc. Le but ici, ce n'est pas de blâmer les écoles, ce n'est pas de stigmatiser les écoles, mais de les soutenir lorsque des événements graves et récurrents l'exigent. Conclusion. Le respect et le civisme ne doivent pas seulement être des valeurs enseignées, elles doivent être vécues au quotidien. C'est ça. Avec les mesures annoncées ce matin, on agit à la source du problème, que ce soit avec l'interdiction du cellulaire ou encore avec des règles de base favorisant le respect et le civisme. Le message est clair. Chaque élève et chaque membre du personnel a le droit d'évoluer dans un milieu où il se sent en sécurité. Ben ouais, un milieu sain et sécuritaire. C'est la condition première d'une école québécoise qui donne l'exemple et qui favorise la réussite scolaire. Je vais maintenant prendre vos questions. Merci. Ouais, c'est super. Ouais. Félicitations, M. Drainville. Fantastique. Super. C'est à ça que ça sert la politique, entre autres. Tu sais, je veux dire? Mais en même temps, quand tu l'écoutes, parce que c'est une réalité de terrain là, qui nous raconte, là. Tu sais, le manque de respect, pas de civisme pantoute, la violence armée dans les écoles, des gangs de rue qui recrutent, les jeunes filles là, qui vont faire danser, qui vont faire prostituer, les gars qui vont aller vendre de la drogue, qui vont faire des vols de char, tu sais, là. Puis la direction est dépassée complètement. Puis ça, c'est bon, ça, parce que, tu sais, on se plaint souvent. Souvent, tu as des parents qui disent « Ben là, il se passe rien, la direction fait rien, mon enfant se fait intimider tout le temps, on a beau à se plaindre, là, tu sais, à un moment donné, ils nous arrêtent de te plaindre, tu sais, genre, là. C'est nous autres qui sommes obligés de déménager, de changer d'école, c'est pas l'agresseur, c'est pas l'intimidateur qui est obligé, tu sais, lui, il est correct, là, il est bien tranquille. Quand il y a une punition, on l'envoie
une journée ou deux chez eux, écouter la TV, il s'en plaint pas. Lui, de toute façon, l'école, c'est pas sa tasse de thé. Fait que c'est un congé pour lui, s'il voit ça comme ça. Tu sais, c'est pas une pénitence, là. Tu sais? Ils sont démunis, ils ont pas. Puis, tu sais, c'est des professionnels à l'école, ils sont là pour enseigner, tu sais. Mais là, il y a des enjeux qui dépassent leur capacité, puis leur expertise aussi, tu sais, en violence, puis en. Écoute, c'est fou, là. Fait que là, il te donne un outil, il dit, OK, là, tu sais pas quoi faire, toi. Tu prends tes outils, tu essaies de régler la situation, l'intimidation, peu importe. Ça marche pas, t'appelles, là, tu as un numéro, tu peux appeler le ministère de l'Éducation, ils vont t'envoyer l'équipe SWAT. Tu sais, puis ils vont venir régler ça dans l'école, les autres. C'est des spécialistes, il faut que ça. Tabarnouche. Moi, je serais un directeur d'école, je serais comme un gros nono qui sait rien, qui connaît rien, ou tout j'aurais un problème comme ça. Un 800 SWAT. Écoute bien. Mais je vous conseille vraiment de le faire. Puis en plus, les parents vont se sentir bien. Puis l'idée, c'est que tu es ton jeune qui s'en va à l'école. Puis là, il y en a de plus en plus. C'est pas un dans une classe, c'est plusieurs. Là, puis qui veulent pas à l'école parce qu'ils ont peur. C'est traumatisant. L'ambiance. Tu sais jamais quelqu'un qui il va te prendre en photo en train de baisser tes culottes, en train de faire ton pipi, là, genre, puis il va mettre ça sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est fou. Fait que là, il règle plusieurs choses, là. Premièrement, parce que, tu sais, moi, je trouve que c'est deux affaires différentes, là. Les écrans, c'est-à-dire que le jeune, lui, ce qui se passe autour de lui, les ballons, les balles, les amis, les gens de son âge, là, communiquer, quoi que ce soit, ça ne l'intéresse même pas. Il est dans sa bulle, il est dans une bulle. Tu sais, quand tu le sais, on est des adultes, on le vit, nous autres aussi, on sait c'est qu'on sait, on comprend, là. Tu sais, moi, c'est rare, là, parce que moi, je ne suis pas réseaux sociaux beaucoup. Tu sais, moi, je fais du contenu, mais tu sais, je ne suis pas un consommateur énormément de contenu. Mais des fois, ça m'arrive, là, tu sais, je me pogne les pieds sur un TikTok, puis là, ça défile, puis là, ça fait 3 quarts d'heure, tu es là-dessus, puis tu n'as rien vu, là. C'est juste des niaiseries, là, tu sais, tu n'as rien appris, il n'y a pas rien de c'est pas de la politique, c'est de la danse, c'est juste divertissant, là, mais tu sais, ça capte ton attention, puis là, l'horloge, elle passe pendant ce temps-là, le temps passe. Le temps, c'est précieux, le temps. Puis quand tu es un enfant, le temps est encore plus précieux parce que le temps que tu perds ne revient jamais. C'est vrai dans tous les âges, tu vas me dire, mais c'est quand tu as 6 ans, tu as 7 ans, si tu n'as pas vu la vie entre 6 ans et 7 ans, ça ne reviendra plus jamais, puis il y avait quelque chose de précieux à aller chercher, là. Puis les écrans, les téléphones, pour les jeunes, ça les prive de beaucoup de choses. Au point de vue mental, physique, social, développement, écoute, c'est commensurable, là, les problèmes que ça occasionne là, pour le développement de nos jeunes. Leur propre développement, puis leur bonheur aussi, là, parce que ça crée de l'anxiété, parce que là, ils veulent là, ouais, juste des gemmes, moi je fais un gemme, tu mets un gemme, puis des stupidités, là, tu sais, ça devrait pas exister. Ils ne devraient pas avoir à penser à ça, jamais, tu sais, dans le fond. Il devrait penser comment je vais faire pour, quand je vais jouer au ballon chasseur, de rester en vie. Là, c'est ça qu'on veut. Puis qu'il se découvre qui se développe la motricité fine, des talents, qui voit son corps grandir puis prendre de la force. Parce que c'est quand tu essaies de devenir meilleur, puis quand tu grandis en plus de ça, ton corps se modifie. Fait que veux pas, tu prends des forces, puis des fois, moi je m'en souviens encore de ces moments-là où je me rendais compte que j'étais bien plus fort. Là. Je lançais le ballon plus fort en quelques semaines. Mais c'était parce que je jouais à tous les jours. Puis en plus, mon corps se transformait. Fait que là, je devenais super bon. J'étais super bon. Oui. Dans les sports, en général, je me débrouille dans tous les sports. Tout. OK? Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'ai joué à plein d'affaires. Ce que les jeunes ne font pas. Fait que ce côté-là, que je trouve ça, je félicite. Ça, c'est super. Puis l'autre côté, de le savoir-vivre, là, le respect, le vouvoiement. Je trouve ça très important, là. Vous voyez ton professeur. Ça prend du respect. D'intégrer le respect là, à l'école, je pense que c'est là qu'on l'apprend. Parce que c'est là qu'on vit en société. Quand tu es tout petit, là, être en contact avec les autres alentours, tes parents peuvent te sortir une place où il y a des gens, mais toi, là, à tous les jours, tu vas à l'école où il y a une population, des gens de ton âge, un peu plus vieux, un peu plus jeunes, bon, une sociabilisation. C'est là que tu vis, là. C'est là que tu apprends à grandir dans la société. T'sais. Donc, le respect là, des autres, te respecter toi-même, respecter les autres, c'est tellement important. C'est sûr que c'est les parents qui devraient induire ça dans le cerveau de leurs jeunes, mais là, ils sont tellement laissés à eux autres mêmes.
Les parents, aujourd'hui, sont occupés. Je ne vais pas leur lâcher la bière nécessairement, mais quand même, tu fais des enfants, c'est pour t'en occuper, non? Tu sais, quand tu as un ministre qui vient dire, là, hey, c'est ton enfant, c'est toi, là, le grand Manitou, normalement, là, de ton enfant. Fait que nous autres, on est juste des aides pour que ton enfant, le faire grandir, l'éduquer. Fait qu'on est un team, là. On n'est pas contre les parents. Tu comprends? Il y a des parents qui sont contre le système, hein? Fait qu'automatiquement, là, tout n'est pas bon, là. Puis ça crée quoi? Des êtres humains comment? Qui vont être des anarchistes, des quoi? Des kamikazes. C'est quoi qui vont devenir ces enfants-là? Des gens qui ne sont pas intégrés dans notre société. Fait qu'il faut, ça commence là, tu sais. Je t'invite à aller voir, parce qu'après ça, il est prêt à prendre les questions. Si tu vas aller voir les questions qu'on lui a posées, on y revient avec ça, là, tu sais, bon. Très intéressant, félicitations. Puis c'est quand même un projet de loi, ça, tu vois, là. Ça, c'est quelque chose de transpartisan. Où là, c'est pas la CAQ qui décide de faire quelque chose, là, puis il étouffe toutes les oppositions qui sont pas d'accord avec ça, mais tu sais, on est majoritaire, fait qu'on fait ce qu'on veut. Non, ça, c'est vraiment un projet de loi qui a un consensus qui se sont mis d'accord entre toutes eux autres, là, toutes les partis d'opposition, ils ont mis leur grain de sel, puis tout. Puis c'est quelque chose qui a été initié, ça, ce projet de loi-là, par le PQ, parce que M. Legault, tu t'en souviens, là, les écrans, là, on va les contrôler ça dans les écoles, ils ne comprenaient pas trop, là, à quel point c'est dommageable ce que vivent nos enfants. Puis il dit que c'est tellement important, les enfants, pour lui, mais tu sais, il ne connaît pas tout, M. Legault non plus. Mais il y a au moins, il y a quelqu'un quelque part qui a réussi à y faire entendre raison, au point de partir de cette commission-là, puis là, tu vois, ça aboutit à ça. Fait que, félicitations, c'est super. Donc, on va aller voir si les oppositions, qu'est-ce qu'ils en pensent. On a posé la question à M. Tanguay. Est-ce que vous êtes d'accord avec la recommandation sur les écrans que M. Drainville est en train d'annoncer? Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? M. Drainville, fait-il bien d'interdire le cellulaire à l'école? Oui, c'est une recommandation de la commission transpartisane. On a 3 députés du Parti libéral du Québec, du caucus, qui ont participé et qui étaient en accord, évidemment, avec cette recommandation-là. Alors, Bernard Danville donne suite à la commission parlementaire transpartisane. Puis vous estimez que les écoles donc, ont le temps de se préparer pour septembre prochain? Oui, exact. Et je pense que les délais sont suffisants pour septembre prochain. Et c'est pour ça, comme Philomena me le rappelle, que la commission avait décidé de sortir un rapport intérimaire avec cette proposition-là pour leur donner le temps de se préparer. Est-ce que vous espérez que ça change, l'interdiction du cellulaire? Plus de socialisation. Plus de socialisation. Lâcher son iPhone, parler, jouer. Vous savez, nos jeunes, puis j'ai 2 grandes filles aujourd'hui qui ont 21 et 19 ans, mais qui sont passées par là, les jeunes ont comme une identité numérique parfois qui est plus importante et plus forte que leur identité propre, sociale. J'ai eu combien de likes? Je l'ai liké, puis elle ne m'a pas liké, ça veut dire quoi? L'angoisse derrière ça. Lâchez vos téléphones, puis socialiser. Puis aussi, il y a beaucoup de contextes d'intimidation aussi parfois. Là. Ça ne sert pas juste à ça, mais la prise de photos sur les lieux de l'école, tout ce qui peut être fait. Alors, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Il faudrait l'interdire au salon rouge, au salon bleu. Des fois, on voit les élus qui tweetent pendant la période d'examen. La question, c'est de savoir, on l'enlève-tu à François Legault pour qu'il écoute? Non, je pense qu'on n'est pas rendu là. Ça me fait penser de te dire de mettre un like. Justement, mettre un pouce. Pour le bien de la chaîne, bien sûr, là, pour la visibilité, mais un pouce, partage, commente. Fait que toi, M. Tanguay, d'accord avec ça pour la sociabilisation. Lui, il voit, tu sais, les jeunes, là, il y a eu des enfants de 20 ans, fait qu'il sait de quoi il parle. Moi aussi, d'ailleurs, donc je suis d'accord avec lui à 100% là-dessus. Voyons voir maintenant le QS, le Duc. Il est d'accord, mais lui, il aurait aimé il trouve que le temps, là, peut-être c'est pas suffisant. Il aurait aimé ça qu'on étire un peu plus le temps. Je sais pas pourquoi, là. On connaît pas le sevrage. Non, c'est pas le sevrage, là. Parce que ça va se vivre, là, peu importe quand, que ce soit au mois de septembre ou n'importe quoi, ça va être dur. Là. C'est une drogue, ça, là. Les enfants, là, qui sont habitués avec ça, c'est leur bulle, c'est leur meilleur ami, là, sur son téléphone. Il n'y a pas d'autres amis que son téléphone. Quand tu vas y enlever son ami, il va dire sur son téléphone. Il faudrait qu'il se fasse des vrais amis. Ça se peut pas être dur. Mais en fait, il va se rendre compte lui-même à quel point il perdait quelque chose. C'est ça qui va arriver, hein? Parce que moi, là, tu sais, aujourd'hui, là, quand je regarde, je recule en arrière dans ma tête, puis je me dis, hey, moi, je n'avais pas de téléphone quand j'étais petit. Est-ce que je me dis, en ce moment, sachant ce que c'est le téléphone, puis tout, comment ça marche, c'est accaparant, puis tout, là, est-ce que moi, en tant qu'adulte, je me dis, j'aurais tellement aimé ça,
avoir le téléphone quand j'étais petit à l'école au lieu de vivre ce que j'ai vécu. Est-ce qu'il y a un parent qui pourrait dire ça? Peut-être quelqu'un qui était intimidé puis qui aurait voulu être dans sa bulle, pas exister, mais je parle la masse, là, certain, là, que tout le monde te dirait quasiment à 100% que « Ah non, non, moi je suis tellement content d'avoir vécu la jeunesse qu'on a eue comparativement à la jeunesse que nos jeunes ont aujourd'hui avec le téléphone puis les écrans. » C'est vrai, là, tu sais. Donc, Monsieur le Duc, écoutez-le, on va l'écouter plutôt. Qu'est-ce qu'il avait à dire là, sur les écrans, là, puis la recommandation. Ce que M. Drainville a décidé à partir de septembre, on l'interdit partout dans les écoles. Les cellulaires à l'école, M. Drainville fait bien de les interdire? Parce que vous aviez mis Une dissidence, exact. On a mis une dissidence sur la date. On n'est pas d'accord avec l'empressement de le faire en septembre. Septembre, c'est demain matin. Si on est tous d'accord qu'il faut arriver à l'interdiction. Ça, c'était un consensus très, très clair, assez rapidement, au sein de la commission. Mais pas rapidement. Mais on a eu des gros débats sur l'empressement. Parce que de le faire, les écoles qui l'ont fait et où ça a réussi, ils ont pris du temps pour le faire. Ils ont pris 1 an, 2 ans pour jaser avec les parents, jaser avec les élèves, trouver des manières ouais, de parce l'appliquer. que c'est pas une loi. De façon, d'ailleurs, de Là, l'appliquer. ils Se sont donné le temps de le faire. Fait que si on est pour aller vers l'interdiction, c'était quoi l'affaire de se donner quelques mois de plus? Parler peut-être de la rentrée de janvier 2026. Ça aurait pu être un délai, juste un petit quelques mois de plus, mais plus raisonnable pour donner du temps aux équipes écoles, aux directions d'école de l'appliquer. Là, on nous a dit, non, nous, on est prêts, on y va tout de suite, puis c'est en septembre que c'est appliqué. Puis le plan régional, c'était que ça soit annoncé, qu'on dépose notre rapport final fin mai, le 30 mai, puis que la directive qui était déjà écrite, là, si vous trop vite, là. soit annoncée à mi-juin. Mais la mi-juin, puis septembre, là, il ne se passe pas grand-chose, c'est l'été, là, il n'y en a plus d'équipe école. À quel problème ça va donner lieu, vous pensez? Oui, c'est ça. L'application en septembre? Oui. La logistique, il faut prendre le temps d'en parler aux élèves, il faut que les parents soient sensibilisés, il faut qu'il y ait eu des discussions. Les professeurs aussi aient le temps d'avoir un peu de formation. Est-ce qu'il y a des alternatives qui sont mises en place? Des cours pour faire autre chose que regarder son cellulaire? Surtout pour le secondaire, on s'entend, au primaire, ça c'est déjà pas mal appliqué. Tu donnes un ballon, tu vas jouer au ballon. Qui ont des cellulaires. Les élèves, voir les parents soient pris de court puis qu'il y ait une réaction défavorable. Quand on a fait une tournée d'école, on a venu nous poser une question dans la salle, puis on disait, dans une école où c'était interdit, qui a triché aujourd'hui? Puis on demandait à la complicité du professeur pour dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Là. Qui a triché aujourd'hui, puis il y a la moitié des élèves qui le vont à main. Fac. Est-ce que si on met une application trop rapide, sans se donner le temps, on fait juste se magasiner un échec, ou en tout cas une mise en application très laborieuse, tandis que si on s'était donné juste un peu plus de temps, probablement ça aurait changé. Mais regardez, Les jeunes savent déjà, on le sait, on le que... sait. Fait que c'est mieux qu'on l'annonce tout de suite. C'est ça le compromis qu'on a fait dans la commission. Si vous êtes pour l'interdire en septembre, annoncez-le tout de suite, puis attendez pas à mi-juin. Laissez un couple 4-5 semaines de plus aux directions d'école. Peut-être que ça va atténuer les craintes qu'on a que ça déraille en septembre. S'il y a un enjeu de santé publique majeur ou de socialisation, d'intimidation chez les jeunes, est-ce que ça ne mérite pas justement qu'on ait une certaine urgence dans l'application? On la sent, l'urgence. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on remettait ça au calendrier grec dans 3 ans. Là. Je vous parlais peut-être d'un petit délai supplémentaire. Si on avait remis notre rapport en janvier, puis on aurait parlé de septembre, je ne serais même pas en train de vous en discuter. La rentrée septembre, c'est serré parce que, tu sais, comment ça va s'appliquer? Est-ce que, par exemple, c'est des casiers spéciaux? Il y a des écoles qui ont des pochettes. Est-ce que c'est ça? Mais les pochettes, il faut que tu les commandes, il faut que tu les achètes, il faut que tu les installes en quelque part logistiquement dans ton école. Une polyvalente avec des centaines d'élèves, c'est pas la même chose qu'une petite école secondaire dans une région. Fait que, il y a plein de variabilités qui, je trouve, échappaient un peu à cette directive-là. Oui, c'est septembre. Mais regardez, là, c'est septembre. On souhaite que ça se passe bien. On contribue à ce que ça se passe bien. On pense que c'est un objectif louable de société d'en arriver à l'interdiction. Encore une fois, j'insiste sur le fond, on est 100% d'accord. Bon. On trouvait juste que la méthode était un petit peu rough puis qu'on aurait probablement eu un résultat plus efficace si on s'était donné juste quelques mois de supplément. OK. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il est 100% d'accord. Il est 100% d'accord maintenant. Là. Il s'en fâche dans les détails. Là. Il se pose des questions. Il sait « Tu mets d'une poche en plastique, poche en papier, en tissu, tu peux. T'as pas le temps de réfléchir, là. Écoute, on est au mois de mai, on parle au mois de septembre, on est au Québec, là. On est des zombies, là, réfléchir vite de même. Hey, juste des mois, savoir qui va faire le téléphone quand il va arriver le matin avec. En tout cas, drôle.
On va aller voir le Parti québécois, qu'est-ce qu'il en pense? C'est lui qui a initié, c'est lui qui a demandé, qui a poussé pour que cette commission transpartisane-là voit le jour. Donc, pour eux autres, là, c'est une victoire. Directive concernant l'interdiction des cellulaires à l'école sera mise en application dès l'automne qui vient, donc dès la rentrée scolaire 2025. Au Parti québécois, on salue évidemment le retournement complet du gouvernement dans ce dossier. Je pense que c'est important de rappeler que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, notre chef, et Pascal Bérubé qui ont vraiment mis cet enjeu sur le radar en 2023 en parlant du cellulaire en classe, puis en parlant aussi de la majorité numérique. Donc, dès 2023, Pascal Bérubé déposait une première motion qui a été battue par le gouvernement. Après ça, on a déposé une pétition. Et ce qu'on nous a dit au gouvernement, c'est que c'était les centres de services scolaires qui devaient prendre ces décisions-là pour leurs étudiants. Après ça, en 2024, on a consacré notre seule motion du mercredi sur cet enjeu-là. Donc, je pense qu'on peut dire excusez. Continue. Je pense qu'on peut dire avec certitude que si ça n'avait pas été du Parti québécois, puis de notre chef Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait vraiment pris cet enjeu-là à bras-le-corps, on sera encore au point de départ aujourd'hui. Donc, on est très fiers ce matin de voir que nos prises de position, que nos prises de parole ont porté leurs fruits et que dès la rentrée scolaire qui vient, les étudiants seront interdits de téléphone à l'école. Hey! Bravo! Hein? Tu vois? L'opposition, à quoi ça sert? Parce que, tu sais, on dit souvent l'opposition, ça sert à rien. Écoute, il était à 3,5. Tu sais, à ce moment-là, je pense que quand que monsieur, il était juste 3, en fait, hein? Parce que M. Paradis, je pense qu'il n'était même pas là. Il n'était pas là en 2023, là. Il est arrivé après, hein, c'est ça. Donc, quand on parlait de ça, il y avait juste Bérubé, Arsenault, puis Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis qu'ils ont poussé ça à 3 députés sur 125. Tu sais, puis aujourd'hui, ça fait force de loi, transpartisan, consensus au complet. Écoute, c'est une réussite. Elle fait bien de le mentionner puis de se péter bretelles. C'est ça que ça sert. D'ailleurs, là, on va y demander la question à elle aussi, encore. Parce que là, ils sont super heureux, ils sont super contents, ça se fait tout de suite. Puis on vient d'entendre M. Leduc, tu sais, qui nous dit que lui, c'est le temps, il trouve que c'est trop rapide. Fait que là, on lui a posé, pensez-vous que c'est mettre ça en place, là, QS est inquiète, ça vous inquiète-tu, là, qu'on mette ça en place aussi rapidement? Sur le cellulaire, juste Mme Chantilly-Corn, certains, donc, Québec solidaire s'inquiètent de l'échéance, ils disent que certaines écoles auront peu de temps pour se préparer. Est-ce que vous êtes préoccupé par ça? Pas du tout. Je veux dire, ça fait longtemps que c'est connu. On est en commission depuis plusieurs mois déjà. Les écoles savaient que ça s'en venait. Je veux dire, déjà, on a interdit le cellulaire en classe. La prochaine étape possible, suite à cette commission-là, c'était celle de l'interdiction dans l'école au complet. Donc, ça leur laisse quand même un bon 6 mois là, pour mettre ça en place. Il y avait eu moins de temps que ça quand il y avait eu l'ordre d'interdire le cellulaire en classe. Donc, je pense que c'est amplement de temps pour les écoles, les centres de services scolaires. Ça va changer dans les écoles, vous pensez? Bien, on le voit, les enseignants le disent, mais les étudiants le disent également que dans leur lien avec les autres, entre autres, ils voient une énorme différence. Donc là, déjà, juste en classe. Donc, imaginez-vous si pendant leur temps libre, à la cafétéria, pendant leurs activités parascolaires, ils ne sont pas derrière leur écran, mais ils sont en interaction avec les autres, évidemment que ça change tout. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est énorme. Puis on parle aussi de la santé mentale chez les jeunes, au cégep, à l'université. Je pense que le cellulaire aussi fait partie de ça. Là, à ce niveau-là, évidemment qu'il n'y aura pas d'interdiction, mais ça fait partie de la lourdeur, puis les réseaux sociaux, etc. Donc, tu sais, que les jeunes puissent être entre eux, puis vraiment se retrouver, puis vivre, au lieu de s'échanger sur leur téléphone, même s'ils sont peut-être dans le même espace physique, de pouvoir se retrouver. Donc, très bénéfique. On est très heureux de cette décision. Très heureux de cette décision-là, puis il ne voit pas de problème, là, dans le temps. Hein? C'est sûr. Moi non plus, d'ailleurs, là. On va aller voir. Là, ça c'était pour vraiment les écrans. Hein, tu as vu? On a vu la réaction des 3 partis. On a vu M. Drainville. Je t'invite vraiment à aller voir la conférence au complet pour si tu veux vraiment entendre toutes les questions et toutes les réponses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, à partir de septembre, plus de téléphone cellulaire dans les écoles, ça va être une très bonne chose là, pour la santé mentale et le développement de notre futur. C'est notre futur, ça, les enfants, en plus de ça. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, des
les rendre dépendants comme ça, dépendants d'une drogue, d'une technologie, d'un être humain, tu sais, dépendant affectif, ou toutes les dépendances, quelles qu'ils soient, là, c'est néfaste. Tu veux pas ça. Puis là, tu as tous les jeunes, la masse au complet, sont tous dépendants d'un bidule, là, d'un téléphone ou quelque chose. Là, c'est un téléphone, c'est électronique, mais ça prête d'autres choses. Une dépendance, ça reste une dépendance. Mais on le voit, la dépendance, on le voit. Tellement qu'ils ont fait un sondage, là, elle dit, les jeunes, ils voient que, tu sais, ils sont contents, ils vont pas se parler. Non, ben, enfin, ils vont peut-être la découvrir, là, parce que quand on fait un sondage en ce moment, tu sais, à des drogués, tu sais, c'est sûr qu'il y en a juste 15% qui en est conscient puis disent, ouais, ça serait peut-être une bonne chose, tu sais, parce que la majorité, ils veulent pas ça, là. Ils veulent garder leur dépendance, ils veulent pas, tu sais. Quand tu as une dépendance, parce que tu aimes ça aussi, quelque part. T'sais. Tandis que les parents, c'est le contraire. Je pense que 85% ou 80-90% en ça, là, eux autres sont favorables à ça. Puis c'est bon, ça, parce que tu sais, il y a combien de parents qui veulent enlever le téléphone à des mains des enfants, puis c'est quoi que les enfants vont dire? Mais là, moi, mon chum, lui, c'est pareil. Il dit, c'est pas ça. Moi, je suis pas chanceux. Tu sais, comment ça que moi, j'ai pas le droit quand tous mes amis, les autres, ils l'ont? Qu'est-ce que tu dis en tant que parent, ça? C'est un argument qui fait mal, tu comprends? C'est comme, toi, c'est sûr que tu penses à l'intérêt supérieur de ton enfant, tu dis, fuck les autres, là, ils vont tout acheter à bas du pont, tout acheter à bas du... Fait que là, c'est des conversations comme ça que tu as avec ton enfant. Tandis que là, tu as une loi de même. Qu'est-ce qui se passe? C'est la loi. Tu te sers de la loi pour dire à ton enfant que, là, c'est de respecter les lois. Il faut respecter les lois dans la vie. Puis c'est bon pour toi. Puis là, tu peux y mettre tout ce que tu aurais dit sans la loi. Tu peux rajouter ça, mais tu peux au moins te dire, puis ça va aider tous les parents, puis les enfants à accepter aussi. Parce que là, on est hors la loi, là. C'est plus légal, là. Tu sais, fait que c'est pas juste que mon père veut pas, ma mère veut pas, là. Les autres, c'est des gens d'une autre époque, là, tu sais, mais tes parents, puis tout le monde rit de toi, là, tu sais. Fait que c'est vraiment une bonne chose. Puis ça l'aide vraiment les parents qui étaient comme démunis face à cette dépendance-là. Fait que, tu te bats tous les jours. Puis lui, là, il revient à la charge tout le temps. Puis à un moment donné, tu faiblis un jour. OK. Puis là, ben c'est ça. Là, tu viens rentrer le bras dans le tordeur. Parce que là, ton enfant, quand le lundi, tu vas être solide là, sur le nom. Là, ton enfant, il va te rappeler que, hey, la semaine passée, le jeudi, ça t'arrangeait plus. Là, comment ça, là? C'est parce que je suis pas capable de tenir, d'être, c'est pas que les parents, là. Il y a des parents qui abandonnent. Parce que c'est pas facile. C'est pas ce que je te fais, là, c'est un fait. Fait que là, ça va t'aider. M. Tanguay, en point de presse, M. Tanguay, il revient sur l'étude qu'il a parlé. Là, je t'invite vraiment à aller voir ça, encore là, sur les études de crédit. On voit M. Legault, là, dans la miniature, là. C'est dans celle-là que M. Tanguay, M. Legault, ils discutent, là, de tous les budgets, les investissements, Norval, des meilleurs, des moins bons investissements. C'est sûr, M. Tanguay, il parle surtout des mauvais investissements que la CAQ a fait. M. Legault disait, parle-moi donc un peu des bons investissements qu'on en parle, là. Fait que bon. Mais là, M. Tanguay, il vient nous dire ici, là, que... Ben, il revient. Écoute-les, là, il revient sur l'étude qu'il a parlé avec lui. Hier, on poursuit cette semaine les crédits. Hier, j'ai eu l'occasion de questionner François Legault sur les crédits du Conseil exécutif. J'aimerais souligner deux faits qui sont ressortis. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties de ces crédits-là, mais j'aimerais souligner deux choses. Premier élément, c'est lorsque je questionne François Legault sur tous les projets numériques, notamment en santé, et que je lui demande une reddition de compte. Puis il dit qu'il y en a 28, pas en santé, mais de façon générale. Il y a 28 projets qui sont hors budget. Je lui demande de combien, il ne le sait même pas, puis il me dit moi-même d'aller faire la recherche. Alors c'est lui, le premier ministre, qui devrait s'y intéresser, parce qu'on parle de centaines de millions de dollars. Milliards. Lorsque sur les projets numériques, je le questionne, j'ai dit, bien, c'est qui voit à la suite de ces explosions de coûts-là? Il y a un 41 millions pour Dossier Santé Québec et un 228 millions pour Finances Santé de dépassement de coûts. Je lui demande qui est responsable. Alors, François Legault me dit, bien, c'est le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Puis il dit, le ministre de la Santé également doit avoir un droit de regard, doit suivre ça. Puis Santé Québec également doit avoir un droit de regard et suivre ça. Puis il est clair qu'il y a une responsabilité du ministre des Finances, là.
Puis il me nomme, pour finir, la présidente du Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor aussi doit le suivre. C'est un capharnaüm. Quand la responsabilité appartient à tout le monde, elle appartient à personne. Et c'est ce qui dénote le manque de contrôle de ce gouvernement-là sur les fonds publics. Et dernier élément que j'aimerais vous mentionner, François Legault est allé affirmer hier qu'Éric Kerr, il était bon. Puis qu'Éric Kerr, s'il a démissionné, c'est parce qu'il y avait... c'était une distraction que nous avions créé les oppositions et que vous aviez créé les journalistes. Alors, une fois qu'on a dit ça, il ne reste plus rien qu'à retourner à la maison. Éric Kerr, il était bon. Éric Kerr, il était bon. Il est défait en entendre ça. Fait que tu vois, ça donne un peu l'idée de la conversation. Aussi, j'ai vu, là, je l'ai vu dans les médias de masse, un extrait, ils ont posé cet extrait-là, hein, peut-être parce que justement, c'est des médias de masse, fait qu'il est plus sensationnel. On y posait, tu sais, êtes-vous fédéraliste? Es-tu fédéraliste? Puis là, Legault, au lieu de dire, ah ouais, moi c'est sûr, le Canada. Écoute, on peut évoluer le Québec dans le Canada, là, tu sais. Un fédéraliste, c'est ce qu'il dirait. Tu passes la POC comme ça, puis tu fais un coup de circuit avec. C'est évident. Mais non, il était plus... La population n'est pas prête, là, tu sais, genre, là, parce que c'est prête. OK, mais vous, là, si demain matin, là, est-ce que vous allez voter oui ou non? Il jamais répond. Hein? Il répond pas à ça. On sait qu'il va répondre oui, c'est sûr. Hein, il est enfermé, M. Legault, dans une affaire. Il faut qu'il vote là, en cachette. Il va voter fédéraliste, tu penses-tu? T'es-tu malade? Jamais. Il a beau dire que je suis un nationaliste. C'est pas un fédéraliste, ça, c'est clair. Ben, un nationaliste, si demain matin, on demandait la souveraineté du Québec, on proposait la souveraineté du Québec. Si t'es un nationaliste, c'est sûr que tu votes oui, là. Bien évident. On parle de Lyon, vite. Tanguay, on vous pose la question, là. M. Lacaq a décidé, il a annoncé qu'il laissait tomber finalement Lyon. Est-ce que c'est une bonne affaire, ça, M. Tanguay, là, de laisser tomber comme ça Lyon, où on investit déjà 143 millions? Tanguay, le gouvernement a décidé de tirer la plug sur Lyon Électrique. On n'investira pas de nouvel argent dans cette entreprise-là, qui est donc à toute fin utile condamnée. D'abord, est-ce que c'est une bonne décision? Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver avec les transporteurs scolaires qui ont acheté des centaines d'autobus de chez Lyon Électrique et qui là se retrouvent sans fournisseur? Je pense qu'il était temps que le gouvernement se réveille. On a perdu des dizaines et des dizaines de millions de dollars dans cette... 143 millions de dollars d'argent public dans Lyon. Au départ, et ça participe de votre deuxième question, c'était une erreur de donner un monopole à Lyon parce que Lyon n'aura jamais été capable de fournir. Et quand vous n'êtes pas capable de fournir, bien, il manquait, et on obligeait les transporteurs scolaires à aller acheter chez Lyon. Il y a eu des retards, et même au niveau des pièces, il y avait des retards. Alors, ce qui explique que non seulement Lyon, c'est une perte financière de 143 millions d'argent public, mauvaise décision de la CAQ de François Legault, mais également le monopole fait en sorte qu'on a pris beaucoup de retard puis que le service, les biens n'ont pas été livrés. Mais ma question, c'est, on fait quoi avec ces transporteurs scolaires-là qu'on a convaincus d'acheter à coût de subvention, d'acheter des autobus électriques? Là, ils se retrouvent avec un parc, c'est 75% du parc d'autobus scolaires en ce moment qui viennent chez Lyon. Puis il n'y a plus personne pour les réparer. Exact. Alors, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution parce qu'il faut transporter les élèves. Il faut trouver une solution. Il faut transporter les élèves. Alors, à ce moment-là, si on n'est pas capable d'avoir des autobus électriques, bien, il faut trouver un plan B parce qu'il faut transporter les élèves. Puis on a perdu beaucoup de temps, d'énergie et d'argent là-dedans. C'est au gouvernement à y voir. Maintenant, on est pour, évidemment, l'électrification des transports, y incluant le transport scolaire, mais ça a été fait tout croche. Est-ce que le champ du cygne pour la filière électrique, construction? La filière électrique construction. Qu'est-ce que vous dire? C'est-à-dire Lyon Électrique tombe, PACCAR de la difficulté. Qu'est-ce qu'on fait, là? On laisse tomber, puis on fait juste des batteries, puis des cathodes, des anodes. Écoutez, les libéraux feraient quoi, hein? Ben, ça aurait pris une planification. Puis vous pouvez ajouter Nordvolt là-dedans. Il n'y a pas eu de planification. Puis j'ai questionné longuement François Legault hier sur Nordvolt. Il ne voulait pas en parler. Il disait « Parlez-moi de mes bons coups, parlez-moi pas de mes mauvais coups. » Mauvaise planification. Puis là aussi, Nordvolt, là, François Legault l'a confirmé hier. On a parlé de Lyon, 143 millions. Nordvolt, c'est 267 millions qui ont été perdus dans la maison mère. J'ai questionné François Legault.
Qu'est-ce qui va arriver avec le terrain de 240 millions, puis la mise de fonds de 200 millions de la Caisse de dépôt? Il dit, écoutez, il n'est pas exclu que cette année, on ait la suite des choses. Il n'est pas exclu que ce soit un nouveau fabricant, pas exclu que ce soit une nouvelle technologie, puis il n'est même pas exclu que le terrain serve à une autre vocation industrielle. C'est dans les airs. C'est ça, tu sais. Parce que le terrain, c'était un terrain industriel. Là. CLR était là pendant 100 ans. Là, ça s'en allait vers Norvol. Mais ils ont quand même mis 100 millions là-dessus. Tu sais. C'est sûr qu'on a acheté ça 220 millions, là, en tout cas. Fait que ça ne restera pas, là. Il ne commencera pas à pousser des zones humides là-dessus, là, je pense pas, là. On ne laissera pas faire ça, parce qu'après ça, t'es fini. Tu sais comment est-ce que c'est? Donc là, on a posé la question à Lyon, comme ça, à M. Marissal, la QS, là, est-ce que les autres QS sont d'accord avec la décision, dans le fond, de ne plus investir, là, d'arrêter les frais à Lyon? Lyon électrique, le gouvernement a tiré la plug sur Lyon électrique. Il n'y aura pas d'argent réinvesti dans Lyon électrique, mais ça laisse des transporteurs scolaires orphelins parce qu'on les a amenés à acheter à coût de subvention des autobus électriques, et là, ils se retrouvent sans fournisseur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider ces transporteurs scolaires-là, à qui on a dit acheter des bus, ils l'ont fait, puis là, ils se retrouvent le bec à l'eau. Ben oui, c'est clair, hein, pareil. Ben, on doit trouver une filière essentiellement pour permettre au moins ces bus-là de rouler. Il doit rester quelques actifs, il doit y avoir une expertise au Québec pour qu'on soit capable au moins de faire rouler ces autobus-là. Mais le problème est beaucoup plus large que ça. On dit souvent qu'une chaîne est aussi faible que son maillon, est aussi forte que son maillon le plus faible. La chaîne de toute la filière batterie, elle est très faible. Tous les maillons sont très faibles et la chaîne est en train de se désagréger. Il y a eu des deals qui ont été faits, notamment par l'ex-ministre Fitzgibbon, qui sont tous en train de se désagréger sous nos yeux. Ça a été mal fait, ça a été fait dans la précipitation. Les autres, ils avaient trouvé la meilleure invention depuis le pain tranché. Se sont garrochés là-dedans sans considération. Puis là, aujourd'hui, on est pris notamment avec un fleuron qui tombe au combat. Alors oui, pour les bus qui sont là, je ne peux pas croire, c'est pas si complexe. On peut trouver une façon de faire rouler ces bus-là. Mais le fait est qu'à la fin, on se retrouve avec une filière batterie complètement désagrégée. Est-ce que c'est une bonne décision de ne pas avoir injecté 17 millions américains dans l'entreprise? À ce stade-ci, c'était la seule décision, mais elle est rendue incontournable en vertu de l'incurie du gouvernement. Bien, c'est ça. Fait que lui, ici, il est d'accord qu'on arrête les frais. En d'autres mots, là. T'sais. Mais, tu sais, quand t'entends que les transporteurs, qu'on est obligés, en plus, à acheter ces véhicules-là, électriques, de Lyon, pas d'un autre, de Lyon, tu sais. On les a obligés, si tu fais la subvention pour acheter un autobus, là, c'est de Lyon. Sinon, tu n'as pas de subvention, tu sais, je veux dire. Fait que, OK, c'est beau, il n'y a pas de problème. Là, moi, je fais un autobus électrique moins cher, possible. Puis tu me dis que c'est Lyon, c'est fait au Québec. Écoute, on ne s'astine pas trop longtemps. Hein? On le fait. Puis là, tu apprends, tu achètes ta flotte. T'sais. Là, probablement, tu as des retards. Quand ça brise, là, à un moment donné, il brise ton autobus. Tu n'es pas capable d'avoir la pièce. Là. Finalement, ton autobus que tu as payé, là, il est dans ton garage parce que toi, il ne marche plus. Tu attends la pièce de chez Lyon, mais ça n'arrive pas. C'est long. Fait que pendant ce temps-là, tu manques d'autobus. Ou, tu comprends? C'est l'enfer. Puis là, c'est encore pire. Là, il va fermer complètement. Puis là, tu n'auras plus personne pour réparer tes autobus. Là. C'est comme si tu achetais un Toyota. Puis quand tu viens pour réparer ton Toyota, il n'existe plus Toyota. Les pièces vont plus là. Et puis, toutes les pièces de ton véhicule, là, tu l'as sous les yeux. Là. OK. C'est pas là. Je me suis fait fourrer, moi, là. C'est pour ça qu'il faut absolument trouver une alternative là, pour que ces gens-là, écoute, ils ont investi énormément d'argent. On ne peut pas les laisser comme ça. Monsieur Paradis, hein, du Parti québécois, il a posé la question. Il dit, oh, c'est sûr qu'on a bien fait de ne plus investir là-dedans. Là. C'est fini, ça. Lyon électrique, est-ce que le gouvernement fait bien de ne pas réinvestir? Absolument. Absolument. Nous, nous étions préoccupés lorsqu'on a entendu la ministre Christine Fréchette, il y a quelques semaines, s'interroger, ouvrir la porte. Aujourd'hui, elle a annoncé que non, il n'y aurait pas de fonds publics dans cette entreprise-là.
c'est la bonne décision. Nous l'appuyons là-dedans. Assez perdu d'argent public dans ce projet-là, comme tant d'autres, mal planifiés, mal évalués, sans véritable analyse des risques pour les Québécois. Ça, c'est l'héritage de la CAQ en matière d'investissement dans les entreprises. Il y en a plein d'autres. Là, dans ce cas-ci, on dit non, pas de fonds publics. D'après vous, combien de temps M. Dubé va vouloir défendre le refus du gouvernement d'investir dans Maisonneuve-Rosemont? On apprend, par exemple, qu'il n'est pas présent aujourd'hui à la période de questions. Combien de temps vous pensez qu'il va vouloir défendre? C'est parce que la pression commence à se faire très forte. Ce qui est étonnant dans ce dossier-là, c'est de continuer à avoir ce refus, de continuer à avoir des excuses. C'est une priorité publique pressante. Tout le monde le voit au Québec. Et là, on est rendu à nous dire que l'excuse, c'est la situation désastreuse des finances publiques et le manque de planification des infrastructures dont le gouvernement de la CAQ est responsable. C'est maintenant leur excuse. Mais regardez, là, on a un problème avec le plan québécois d'infrastructure, puis on est mal barré, puis là, on est dans un gros déficit, on n'a pas d'argent, puis c'est ça leur excuse pour justifier qu'ils n'investissent pas dans un hôpital dont tout le monde voit au Québec des images. C'est tellement désolant de voir ces images-là au Québec en 2025, de voir ce qui s'est passé encore hier ou avant-hier à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et en même temps que ça arrive, on continue à investir des dizaines de millions de dollars. En fait, le chiffre est à peu près le même sur les dépenses qu'on aurait à faire actuellement là, pour démarrer les travaux à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est à peu près le même montant qu'on gaspille pour le troisième lien à Québec. Et ça, tout le monde le sait que ce troisième lien ne se fera pas. Ça, c'est la CAQ qui utilise des fonds publics pour préparer sa campagne électorale de 2026. Je veux dire, les Québécois font le lien entre les deux actuellement. C'est devenu indéfendable pour le ministre. C'est indéfendable. C'est indéfendable et c'est pour ça que les oppositions, jour après jour, reviennent avec des questions pour dire, de toute façon, c'est votre promesse. C'est encore une fois une promesse brisée de la CAQ. On a fait des belles annonces. Puis, avez-vous entendu le personnel hier? Les médecins, le personnel soignant, le personnel, tout le monde était là pour dire, on a cru le ministre. Puis il est venu ici pour nous dire qu'on l'aurait, la reconstruction. Puis au moment où le matériel devait arriver pour commencer les travaux, il dit, ah, désolé, je ne l'ai plus. Ça, c'est ce qui se répète dans tant de projets d'infrastructures au Québec actuellement. Et je comprends les gens d'être très amers et d'avoir des reproches envers ce gouvernement qui ne tient pas ses promesses, qui fait des communications, mais qui, après ça, ne livre pas la marchandise. Il a tout de suite sauté, parce qu'on lui pose la question aussi, là, sur M. Dubé qui n'était pas là aujourd'hui et tout. Mais sur Lyon, tu as vu, il dit absolument, il faut arrêter les frais, c'est certain. Puis là, vous voyez, hein? HMR, hôpital de Maisonneuve-Rosemont, là. Écoute, ben, ils se sont fait apostropher aujourd'hui encore à la période de questions. On va en voir, je n'ai pas tout de suite, tu iras voir, là, à la période de questions, c'est disponible sur la chaîne d'actualité politique du Québec YouTube. Tu peux aller voir ça en intégralité, là. Écoute, c'est l'enfer, mais on va en voir une ou deux extraits, tu vas voir. Donc, pour Lyon, tout le monde est d'accord que c'est fini. Là. C'était le bébé de M. Fitzgibbon, ça là. Hein? Fait que ça nous aura coûté, cette histoire-là de M. Fitzgibbon encore, 143 millions. Franchement, là, si on lègue à M. Fitzgibbon, ça ne sera pas... on ne mettrait pas ça sur une épitaphe là, à la fin, là, hein? C'est sûr. M. Tanguay, on y a pas dit... J'ai une source qui dit que M. Legault se préparerait, toi, à sa succession. Ah ouais? Est-ce que peut-être ça lui a donné des idées de voir M. Trudeau, hein? Avec M. Carney? Là, tiens, on voyait que son parti était pour, dans les sondages, on le voyait qu'il n'était pas pour aller au pouvoir, mais pas en tout, le libéral. Mais il fait ça, mais à Mopito, on le sait bien que c'est pas parce que c'est monsieur. On a changé Carney pour Trudeau, là, c'est on a changé Trudeau pour Carney plutôt, qui a fait la différence. Là. On sait plutôt c'est quoi qui a fait la différence. C'est Mégatron à côté qui a fait la différence. S'il n'y avait pas de Mégatron, tu aurais pu mettre n'importe qui à la tête du Parti libéral, puis il aurait payé ces 10 dernières années là, ce qu'ils nous ont fait. OK? Parce que là, les gens, ils se seraient souvenus de ça. Et la peur n'aurait pas pris toute la place. T'sais. Mais il fait un lien, lui, avec ça. Il
peut-être que M. Legault, ouais, mais il n'y aura pas le même contexte. Là. M. Legault, si, mettons, je ne sais pas si Mme Guilbeault qui prend la relève ou quelque chose comme ça. Mais écoutons-le là, nous dire là, qu'il y a une source qui dit ça. Non, c'est une bouteille à la mer. OK, je vais vous laisser étayer. Sur le fait que tu es en train de préparer la succession de François Legault? Non, moi, j'ai une source. J'ai une source, oui. En journaliste, la base, c'est 2 sources. Ouais. Mais en politique, une, c'est bon. En politique, une, c'est masse. Et la source, non. Si François Legault dit non, vous ne le croyez pas? Là? On va le voir cet été. Oui. On va le voir cet été. Ah oui. On va le voir cet été. Et par rapport à la succession au sein de la CAQ, c'est l'article 27, paragraphe 5, fait en sorte que leur chefferie ait les clauses à l'intérieur de 6 mois. Alors, la question se pose, est-ce que François Legault, en voyant ce qui est arrivé avec Justin Trudeau, est-ce que ça lui a donné une idée? La source, c'est une source de la CAQ? Oui. Je n'irai pas plus loin. Ah. Précisément cet été. Bon, on va voir si François Legault quitte ou quitte pas. On verra la suite des choses. Je ne serais pas convaincu quand il vous a dit qu'il allait être là à l'élection de 2026, puis que lui n'avait jamais entendu parler de ça, puis qu'il serait là en 2026. Ouais, moi, je pense que on verra cet été. S'il avait annoncé quelque chose, il ne dirait pas aujourd'hui. Et en politique, vous le savez, il ne faut pas laisser de doute. Même si vous avez une décision prise, quand ce n'est pas le temps de l'annoncer, vous ne laissez pas de doute. Alors, on verra cet été. Vous parlez de règles de parti, je ne connais pas ça. Vous me l'expliquez brièvement cet été, c'est quoi qui se passe? Je peux comprendre pourquoi il dit cet été. Non, ce qui est arrivé, c'est que dans la Constitution de la CAQ, l'article 27 de la Constitution fait en sorte que lorsque le chef démissionne, il y a une course, un congrès à la direction qui est organisé, et c'est le Conseil exécutif national qui doit rédiger les modalités et faire en sorte que le congrès ait lieu dans les 6 mois. Alors, dans les 6 mois, pas comme nous, 2 ans et demi, dans les 6 mois, c'est réglé. C'est ça. Et moi, j'ai une information à l'effet que des gens ont travaillé sur la rédaction de modalités. OK, il va pas changer là. À ce que François Legault annonce quelque chose, annonce qu'il démissionne. Moi, je ne serais pas surpris. Cet été. Je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris. Je vous ai dit ce que je savais. Je ne serais pas surpris. Votre source, là, l'article 27, il existe depuis les statuts et règlements de la CAQ. Il n'a pas été amendé dans les dernières semaines. C'est la rédaction des modalités. La rédaction des modalités. C'est un peu aussi prudent et normal qu'un parti politique se prépare à toute éventualité, disons. Et pourquoi le ferait-il? C'est parce que c'est une éventualité. Et j'ai testé l'éventualité et on aura la réponse cet été. L'éventualité, et il vous a dit non. Vous avez lancé une bouteille à la mer. Il n'a pas dit on verra cet été. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une annonce hier, là, mercredi. Là. Je ne m'attendais pas à ça. Mais chose certaine, on verra cet été. On verra cet été si on donne Nostra Tanguay. Nostra Tanguay. Je ne ferai pas de pari avec ça. Porte un chandail. Il ne ferait pas de pari là-dessus, mais quand même, là, c'est sûr que s'il regarde ça, hein, le politburo, là, genre, là, qui regarde là, les règles de la CAQ, parce qu'il était un parti politique, ça donne des règles. Là. Si, mettons, je décide de m'en aller, la manière que ça va fonctionner, la succession, blabla, chaque parti a ses petites modalités comme ça. Ils sont en train de travailler sur les modalités de ça. Pourquoi? S'il n'y a pas l'intention de quitter, de quitter son poste de chef de la CAQ. Ben, inévitablement, ça va arriver, là, tu vas me dire, là, tu sais, inévitablement. Mais on entend tout le temps M. Legault nous dire qu'il va se présenter, il va être là en 2026. Mais, tu sais, il a dit quelque chose, M. Tanguay, c'est vrai pour tous les partis politiques, il a dit, même quand tu as pris ta décision, si c'est pas le temps d'annoncer, il ne faut pas que tu laisses de doute. Tu laisses pas de doute. Non. Tu sais, toi, c'est oui, là, mais quand on te pose la question, toi, c'est oui, mais dans 3 mois et demi, là. Aujourd'hui, c'est non, là. Ben non, c'est même pas pentable. Tu comprends? Puis il faut qu'on le croie, là. C'est... Fait que, hein? On a posé la question à M. Leduc sur la rumeur Legault qui est très cet été. Ah, oui, j'ai entendu ça. Al dit qu'il ne serait pas surpris que M. Legault quitte le navire cet été. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'entends ce rumeur-là d'une élection anticipée en septembre, puis que là, il annoncerait son départ. Persiste et Signe, ce matin, dit qu'il devrait se passer quelque chose cet été. Il serait pas surpris que le... Il y a l'autre rumeur aussi qui ferait comme Doug Ford en Ontario, puis qui déclencherait tout de suite une élection. Ben, le rendu là, c'est des rumeurs.
c'est distrayant. C'est drôle. C'est distrayant. On a une loi, nous autres. C'est-à-dire, on se prépare, le parti fait ses préparations, on révise notre programme, on commence à parler de plateforme tranquillement avec les membres. Fait que, on se prépare, mais on n'est pas nécessairement en mode élection septembre. Quand même, vous vous préparez pour des élections anticipées? Non, c'est-à-dire les élections sont en octobre 26. C'est très, très bientôt, ça, octobre 26. Fait que le parti est déjà en mode préélectoral, si vous voulez mon avis. Là. On est en train de travailler sur la plateforme, on est en train de travailler sur le programme. Ça, c'est assez normal et sain. Après ça, y a-t-il un déclenchement en septembre? On est au stade de rumeur à ce moment-ci. Mais le but, c'est toujours d'être prêt. Là. Dans tous les cas, si M. Legault s'en va, je pense pas qu'il va le dire d'abord à Marc Tanguay. Mais à nous non plus, d'ailleurs. On peut s'amuser, puis on fait ça comme vous le faites aussi, d'ailleurs. C'est quelque chose d'amusant, mais de divertissant, mais c'est une rumeur parmi bien d'autres. Marisol, est-ce que vous représentez? J'ai pas décidé encore. Je sais pas. J'ai pas décidé encore. On est quand même à 18 mois. Je ne veux pas m'imposer cette pression-là pour le moment. Ah! Tu sais, je pense qu'il applique ce que M. Tanguay a dit tantôt. Même si tu sais, là, tu dis pas ça, là, quand t'es pas prêt à le dire, là. Moi, je pense qu'il sait qu'il se présentera pas. OK? Pas sûr. En fait, là, moi, quand je l'écoute, là, c'est sûr que ça ne présente pas aux prochaines élections. OK? À moins qu'il arriverait quelque chose, les gros ébouts, là. Il se laisse une porte pour ça, pour dire qu'il pourrait se présenter, mais il n'est pas là en train de dire oh, oui, hey, moi là, QS, c'est sur mon cœur, là, c'est en lettres de feu, c'est sûr, moi je me présente. Là. Demande ça à Mme Labrie, elle va dire oh, oui, c'est sûr que je me présente, là, tu sais, genre. Fait que. M. Paradis, hein, PQ, sur la rumeur que M. Legault, à son départ, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire, le PQ? Il dit toujours la même chose quand on leur parle d'un autre parti. Qu'est-ce qu'il dit quand on parle de ce qui se passe dans un autre parti? Il dit ça. PLQ dit qu'il ne serait pas surpris de voir M. Legault quitter le navire cet été, si j'ai bien compris l'intervention de M. Tanguay. Qu'est-ce que vous en pensez, là, vous? Avez-vous eu ces échos-là? Pas le style de la maison de nous mêler des affaires internes des autres partis. Nous, on se concentre sur les politiques publiques actuellement, puis on espère que c'est la même chose pour notre premier ministre et pour la CAQ. Tu viens de tenir, c'était pas été long, lui, hein? Mais je voulais te voir sa réaction, là, à ce niveau-là. Il se met pas de ça. Non! Ben, il fait bien, dans le fond. Ça donne quoi? T'sais. Mais les autres, ils étaient pas aussi. Ils étaient plus loquaces que ça. Ah, tu l'as senti. Qu'est-ce que tu penses, toi? Tu penses-tu que M. Legault, il va laisser son poste avant 2026 ou il va aller jusqu'à la fin? Puis il va perdre avec son équipe, puis là, ben, après ça, reconstruction de la CAQ, puis c'est là qu'il quitte son poste, tu sais. On choisit un chef, puis là, on parle de la CAQ pendant que le PQ est au pouvoir, tu sais. Ou bien, il pense que, comme Trudeau, là, tu sais, il change, puis là, tout d'un coup, ça me surprendrait, parce que, en plus, tu sais, quand on parle de Carney, là, il était pas un élu au départ. C'est vrai qu'il était un conseiller personnel de M. Trudeau puis tout, mais tout ça, c'est... Tu sais, on le sait, mais c'est pas comme visible à l'œil nu, là. Tu sais, comme là, on voit, là, c'est qui la petite équipe en entour de M. Legault à tous les jours, là. T'sais, on les voit. Fait que là, si tu prends de ces gens-là, puis tu dis, OK, c'est lui qui va remplacer M. Legault, pas sûr que ça ait le même effet. Puis en plus, tu sais... M. Carney, quand il vient remplacer, c'est un non-élu, on ne connaît pas, avec une spécialité en économie, puis là, on se fait menacer économiquement. Fait que là, tu sais, écoute, ça a pris, là, comme un puzzle, là, des pièces qui s'imbriquent un par-dessus l'autre, là, sans en manquer un pour qu'il arrive ce qui est arrivé, là. Fait que ça serait, écoute, ce qu'on a vécu là, on ne pourra pas l'appliquer. Là, moi, je ne vois pas ça de même, pas en tout. Je ne sais même pas pourquoi il a pensé à ça, là, monsieur. Non, je ne vois pas ça. Allons voir, écoute ça, monsieur Déragi-Bélanger. Écoute, KO, là, on l'écoute, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3 pour toi, là, parce que j'en avais plein, j'en ai fait à peu près 6, mais là, à quelle heure qui est? J'essaie de faire ça en 1 heure, impossible. M. Déragi, Mme Bélanger, qui remplace M. Dubé aujourd'hui. Hein, Mme Bélanger, c'est les aînés, okay, dans la santé. Puis elle, ça a été une infirmière avant de... Tu sais, ben, infirmière. Elle était une infirmière, mais elle était aussi gestionnaire des CIUS, là, tu sais. C'était pas une infirmière, là. J'ai rien contre les infirmières, là. C'est pas ça que je dis, là. Je
C'est vrai qu'elle connaît le système de santé, Mme Bélanger. Elle a été infirmière, elle a monté dans la hiérarchie hospitalière jusqu'à devenir un gestionnaire. On l'a vu beaucoup. C'est là qu'on l'a appris à la connaître, nous autres, pendant le gros rhume, là. Hein? Elle faisait son point de presse à Montréal, c'était patente. Puis elle avait une façon toute douce de venir nous parler, tu sais. Elle s'est fait remarquer, puis la CAQ était à chercher, puis elle s'est fait télé, puis c'est elle qui a remplacé, finalement, Mme Blais. Hein? Des aînés, Mme Blais, là, Marguerite Blais. Donc, c'est elle, Mme Bélanger. Puis c'est elle qui, aujourd'hui, va y répondre à la place de M. Dubé sur les hôpitaux. Puis là, M. Déragi, là, il est rough, OK, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas tort, parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est vrai, mais c'est avec un petit manque de respect. Puis c'est quand il parle, qu'il traite comme une infirmière. Il a dit, une infirmière comme vous, là, vous devriez savoir, là, tu sais. Fait que là, ça commence de même, le chaos. Écoute ça, là, quand même. Madame la Présidente, mon collègue vient de poser une question très simple. Quand UAND, il veut une date. Je suis content qu'une infirmière de background se lève aujourd'hui pour répondre. Il nous a dit qu'il est solidaire. Il y a un mec qui se lève pour nous répondre. Il sait, là, Déragi, il fait son câble. Pas correct. Article 32. Manque de respect. Article 32. T'es un joueur d'échecs. Monsieur le leader du gouvernement, monsieur le leader du gouvernement, à côté. monsieur le leader du gouvernement, traité d'infirmière. Vous allez parler quand je vais vous dire que c'est le moment de parler. Je veux vous entendre. Quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, quel mépris. Le leader de l'opposition officielle vient dire... vient de critiquer la profession d'infirmière de la ministre. Voyons donc! Pas tard, là. Messieurs, l'un et l'autre, asseyez-vous. L'un et l'autre, asseyez-vous. Je vais trancher. L'un et l'autre, asseyez-vous. Je parle. Gardez le silence. La règle ici qui a été enfreinte est la suivante. Vous devez vous désigner par votre titre. Vous le savez. Faites attention à vos propos. Demeurez respectueux. Il s'agit de Madame la ministre. Vous avez du temps pour poursuivre votre question. Utilisez le titre, je vous prie. Madame la Présidente, c'est son CV. Je fais appel à la profession. C'est une infirmière clinicienne à part d'être ministre. Je sollicite son intelligence, Madame la Présidente. Pourquoi? Parce qu'il vient de nous dire qu'il est solidaire. Solidaire avec quoi? Avec un milieu de vie avec des chauves-souris? Solidaire avec quoi? Solidaire avec un milieu de vie avec des rongeurs? Solidaire avec quoi? Avec un milieu de vie avec des fourmis? Madame la Présidente, règle de base en santé publique. L'urine des rongeurs peut causer des infections. Il y a un autre docteur dans cette équipe. Est-ce qu'ils vont faire raisonner le médecin le ministre de la Santé que c'est assez, qu'il faut avoir un plan, que c'est urgent? Démontrez votre solidarité avec vos collègues sur le terrain et lancez rapidement la construction de HMR. Vous, monsieur le leader du premier groupe de l'opposition officielle, vous savez que vous vous adressez à la présidente. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je suis très fière d'être debout en cette Chambre comme ministre responsable des aînés, ministre délégué à la santé, ministre responsable de la région des Laurentides. Et puis, je suis très fière de mon curriculum vitae, fière d'être infirmière, avec le sentiment d'appartenance à cette profession qui est noble et digne. Et on n'a pas de leçon à apprendre du leader de l'opposition. On va se tenir debout pour le système de santé, Madame la Présidente. On se tient debout. On est là pour les patients. On est là pour les aînés. Nous sommes là pour les jeunes, Madame la Présidente. On a ramassé un système de santé qui était démoli. On est en train de le reconstruire et ça prend du temps et on y va à un rythme important, Madame la Présidente. On est là pour les patients du Québec. Il y a des aînés ici présents aujourd'hui, là, ils écoutent ça. Je ne suis pas certaine qu'ils sont très, très fiers. Ma mère, elle m'écoute aujourd'hui. Elle m'envoie souvent des petits commentaires, comment elle trouve ça malheureux qu'on fasse de la politique sur le système de santé. Mais moi, je vais vous dire, Madame la Présidente, c'est très important. On travaille avec Santé Québec. On a la bonne structure pour s'assurer que nos établissements... Faites-la bon. Article 32, dois-je vous rappeler, gardez le silence, pas de bravo. 32. On écoute la question. Première complémentaire, 30 secondes. De la Présidente. Madame la Présidente,
La ministre vient de dire qu'elle est solidaire. Elle sait très bien, elle était PDG d'un CIUS. Est-ce que je dois comprendre aujourd'hui qu'elle, si elle était PDG, elle va accepter que son personnel soignant travaille avec des chauves-souris, avec des rongeurs et avec des fourmis et avec de la moisissure? Qu'elle répond aux professionnels de la santé? Est-ce qu'il est fier aujourd'hui que son gouvernement arrête le projet d'HMR? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, nous devons au Québec avoir des infrastructures de santé à la haute pointe des technologies qui répondent aux plus hauts standards. C'est extrêmement important. C'est ce qu'on est en train de faire partout. Puis on a construit des centres hospitaliers. Il y en a plusieurs qui sont en construction actuellement, plusieurs sont en planification. Puis je veux vous en nommer quelques-uns, notamment du côté de Montréal. L'hôpital Juif de Montréal, l'hôpital de Verdun, l'hôpital de la Chine, l'hôpital Fleury, l'hôpital Santa Cabrini, les centres de réadaptation jeunesse, des maisons des aînés. Ça, c'est juste à Montréal qu'on est en train de se parler, Madame la Présidente. Moi, je pense qu'on est au rendez-vous. Puis pour Maisonneuve-Rosemont, nous sommes mobilisés. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, hier, le Premier ministre a confirmé à notre chef qu'il va se représenter en 2026. Est-ce que le slogan va être « Continuons avec les rongeurs, continuons avec la moisissure, continuons avec les chauves-souris ». Ça va être ça, son slogan, Madame la Présidente? HMR est devenu son échec. C'est devenu le symbole de son échec d'offrir des soins de santé de qualité. Qu'il se lève, qu'il regarde les Québécois dans les yeux et leur dise que j'ai annulé votre projet parce que vous ne votez pas du bon bord. Monsieur le leader du gouvernement, rapidement, votre rappel au règlement. Madame la Présidente, ah oui, le REM libéral, dans l'ouest de l'île de Montréal, bon. Madame la Présidente. Okay. Monsieur le leader, c'est beau. Monsieur le leader. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le leader. Messieurs les... Hey, votre micro est coupé, vous parlez dans le vide, monsieur le leader. Je m'excuse, j'avais demandé un rappel au règlement. Asseyez-vous. C'est pas, il est parti. Faire un rappel au règlement. On l'entend encore, regarde. Monsieur. Elle n'est pas capable de prendre le contrôle. Avez-vous terminé, messieurs? Il y a d'autres élus qui attendent de poser leurs questions. Monsieur le leader du gouvernement et monsieur le leader de l'opposition officielle. Vous savez très bien que ce que vous venez de dire, ça ne se dit pas, c'est appuyer des motifs indignes. Je vous demanderai de le retirer, les derniers propos que vous avez dit, monsieur le leader, vous savez très bien. Vous retirez? Je retire de ne pas voter du bon bord. C'est réglé. Nous allons poursuivre. Je veux la réponse. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le leader du gouvernement, merci. Asseyez-vous. On va faire un sac. J'aimerais entendre la réponse de la ministre. Vous avez 45 secondes. Oui, Madame la Présidente. Bien, allons-y peut-être de façon plus financière. Vous le savez qu'actuellement, il y a 40 millions qui sont disponibles pour continuer le bureau de projet à Maisonneuve-Rosemont. Donc, ils vont continuer de faire leurs travaux, Madame la Présidente. Il y a des discussions actuellement avec Santé Québec. Alors, on va laisser Santé Québec faire le travail. C'est un travail de gestion, construire des hôpitaux. Et là, on parle des rongeurs, on parle de toutes sortes de choses qui sont déplorables. Et la situation, elle est corrigée. On a eu l'occasion de discuter avec le PDG. Oui, c'est drôle. Il trouve ça drôle en plus, Madame la Présidente. Oui, moi, je trouve ça indécent et déplorable, Madame la Présidente. C'est terminé. Vous avez dit un mot que je n'accepte pas. Je vous demande de le retirer. Je l'ai fait retirer hier également. Retire. Mon petit chat. Elle est digne, hein? Moi, je la trouve digne, parce que là, elle s'est fait agresser, là. M. Déragi était méchant, franchement. Irrespectueux. Puis, tu sais, j'en suis, là, l'hôpital Maisonneuve, c'est sûr. On est tous d'accord, là, qu'il faut que ça se fasse, puis tout. Puis je te l'ai dit, qu'est-ce que je pensais des libéraux, c'est à cause d'eux autres au départ, puis tout, mais quand même. Ça fait 7 ans qu'ils sont là. Ils l'ont promis 2 fois qu'ils le faisaient, puis ils ont reculé 2 fois. C'est ça le problème, dans le fond, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est la planification. T'sais. C'est là qu'ils se font pogner dans le détour, la CAQ, parce que c'est vrai qu'ils mettent beaucoup d'efforts. Je me souviens pas d'avoir un gouvernement
qui a mis autant d'argent dans nos infrastructures en décrépitude, puis a essayé de remonter ça, de réparer tout ce système-là, puis dépenser autant d'argent que ça, au point de se faire décoter, là, tu sais. On n'a jamais vu ça. On a vu le Parti libéral que peut-être pour ne pas se faire décoter, là, qui disait, là, il a coupé là, salement, puis il nous a fait un mal terrible, là, tu sais. Je pense que ça n'a aucune commune mesure que de se faire décoter encore, on va dire. Mais quand même. Fait que, mais... Tu sais, il faut comprendre à un moment donné, là, je comprends les journalistes comme TVA, par exemple, qui ça fait de leur chou gras, tu sais, ils s'en vont là avec la caméra, ils voient une flaque d'eau, ils voient un pichet d'eau à terre, une petite, puis que ça dégoûte dedans, puis là, ils font la manchette toute la journée avec ça, puis là, ben, ça a-tu de l'allure, un hôpital comme ça au Québec, puis ça fait le tour du monde pour aller à des beignes, puis là, l'opposition prenne ça au bon, puis là, ils amènent ça à l'Assemblée nationale, avec, puis ils votent les, là, est-ce que M. Poirier, il dit en direct, là, parce que là, tu vas voir la période de questions, tu vas voir que M. Tanguay, il utilise ça, là, pendant que je te parle, là, je viens d'avoir un, de TVA, là, qui dit que, en ce moment, que ça coule, puis tout, tu sais. Là, c'est de faire la petite politique, avec de prendre, de mettre le microscope, là, sur un hôpital sur tout ce qu'on a, puis de rabâcher nos oreilles avec ça à tous les jours, là, tu sais. Puis, sachant de qui ça vient, là, tu sais. C'est là qu'il paye, tu sais. Au moins, si ça serait, je sais pas, QS qui ferait ça. Tu dirais, bon, eux autres, ils n'ont jamais été au pouvoir, c'est pas de leur faute pantoute, c'est des sociales, là, des communistes, des gauches, je sais pas, tu pourrais comprendre, là, tu sais. Mais les autres, quand ils parlent de ça, HMR, puis on va le voir, c'est vraiment au niveau sécurité, les gens, tu sais, ce qu'ils vivent, puis tout. C'est moins sensationnel, mais en même temps, c'est un autre côté. Ils vont en parler, c'est sûr, on va le voir tout de suite, d'ailleurs. Mme Gazelle, M. Legault, sur HMR, mais là, ça dérape à un moment donné, OK? Parce que là, il va essayer d'y expliquer, tu sais, des choses, puis là, elle change de sujet. Puis là, quand elle change de sujet, puis qu'elle parle de... dans le fond du projet 89, là, des grèves, là. Tu vas voir, je vais laisser M. Legault capoter. Écoute bien, M. Legault disjoncter, là. Madame la Présidente, une unité de soins intensifs où le personnel soignant s'éclaire avec des cellulaires et des lampes frontales, des vitres de fenêtres qui éclatent en éclats et blessent une infirmière, des appareils d'un bloc opératoire servant à maintenir des gens en vie qui tombent en panne. Ce que je décris là, Madame la Présidente, c'est pas la scène dans un hôpital d'un pays en guerre. Cette scène apocalyptique se passe ici au Québec, à Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. La santé de la population est en danger. Les conditions de travail du personnel soignant sont indignes. Hier, j'ai fait appel au sens de l'État du premier ministre pour protéger la population. Malgré le fait qu'on ait évité une catastrophe humaine de justesse, le premier ministre s'entête à ne pas aller de l'avant avec la reconstruction de l'hôpital. Il souffre constamment le chaud et le froid sur ce projet. Je lui donne une seconde chance et je refais encore une fois appel à son sens de l'État. Et je vais lui poser la question de la docteure Chantal Rivard. Est-ce qu'on attend que quelqu'un meure? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, quand on parle de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a deux dossiers. Il y a un dossier où il y a des rénovations que j'appellerais mineures, qui doivent être faites. Dans certains cas, là, je sais que les libéraux aiment parler des écureuils puis des choses comme ça. Ce qu'on me dit, c'est que ces problèmes-là sont réglés. Il reste encore des problèmes mineurs à régler. On y travaille. Maintenant, il y a un projet majeur d'investir. À l'époque, Yves Bolduc, ministre de la Santé, en 2012, avait dit à l'émission Tout le monde en parle, je vais investir 2 milliards pour faire des rénovations majeures à HMR. À l'époque, c'était Jean Charest qui était le premier ministre du Québec. Je vois beaucoup de gens là, qui étaient là. Il y avait aussi Carl Blackburn, hein, celui qui est appuyé par le fils de Jean Charest aujourd'hui. Ils étaient tous là, ces gens-là. Après, il y a eu Pauline Marois. Elle n'a pas fait les rénovations majeures qui sont nécessaires. Mais, Madame la Présidente... Ministre,
On écoute les questions avec attention. J'aimerais qu'on écoute les réponses avec attention. C'est trop bruyant. Poursuivez. Oui. Madame la Présidente, on a augmenté de 9 milliards à 19 milliards le budget. Il y a eu une révision de la cote du Québec à cause de cette augmentation. On travaille sur 38 établissements de santé, mais on est à 19 milliards. Ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est de régler les problèmes mineurs dans tous les hôpitaux, mais les problèmes majeurs, les milliards qu'il faut investir dans des hôpitaux comme HLM. Pierre, complémentaire. On dirait qu'il m'écoutait hier, quand je disais qu'il devrait prendre un angle pour expliquer, tu sais, que l'argent qu'il met, ça va aider beaucoup de monde, beaucoup d'hôpitaux, que ça va aider des choses. Mais des gros projets de milliards, là, c'est exactement ça que tu as expliqué. Je ramène le premier ministre à 2025 puis à ce qui se passe actuellement. Il dit que c'est un problème mineur, là, ce qu'il y a comme chauve-souris. J'ai ici une lettre de responsable de laboratoire qui opère des machines pour analyser le sang. À cause de la panne, 2 des appareils sur 3 ne fonctionnent pas. Comment est-ce qu'un hôpital peut fonctionner sans un laboratoire qui fonctionne? Tout le monde veut l'hôpital, le premier ministre est isolé. Je lui repose la question différemment. S'il y avait eu un mort, est-ce qu'il s'entêterait aujourd'hui à ne pas faire le projet? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, comment je peux expliquer ça? D'un côté, il y a des problèmes qu'on doit corriger à court terme. On parle d'investissements de dizaines de millions, on est en train de les trouver. De l'autre côté, on a des milliards à investir dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Actuellement, on est déjà en réalisation pour 19 milliards de projets dans le PQI pour cette année, pour l'année 25-26. Donc, j'aimerais ça que la chef de Québec solidaire nous dise, est-ce qu'elle propose d'augmenter le PQI à 21 milliards, 22 milliards, 23 milliards? C'est de ça qu'on parle là, pour les rénovations majeures. C'est ça qu'on parle, là. À HMR. Deuxième complémentaire. Moi, ce que je demande au premier ministre, c'est d'éviter la mort de quelqu'un, de sauver des vies. La CAQ a décidé de s'attaquer rapidement aux droits de grève historique des travailleurs et travailleuses, et je cite, pour le maintien des services assurant le bien-être de la population, notamment des personnes en situation de vulnérabilité. Ça, c'est le projet de loi 89. 30 chirurgies annulées, d'autres qui risquent de l'être, une employée blessée, un laboratoire qui ne fonctionne pas, des patients en danger. Est-ce que le premier ministre peut au moins reconnaître que son refus met en danger les personnes vulnérables? Réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, la chef de Québec solidaire m'ouvre la porte. Elle vient de changer de sujet. Elle nous parle du projet de loi 89. Hier, la chef de Québec solidaire et sa gang ont refusé d'appuyer une motion pour dénoncer les syndicats qui sont allés manifester devant la maison du ministre du Travail. Honte à Québec solidaire. Honte totale! Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je veux entendre quel est votre rappel au règlement. Madame la Présidente, honte est au lexique qui le retire, c'est très simple. Non, mais tu sais, quand même. Fait que là les syndicats ont fait ça, puis là, tout de suite, à l'Assemblée nationale, les autres sont contre ça, ils font une motion, ils veulent avoir une motion à l'unanimité, que toutes les partis dénoncent le fait que les syndicats se rendent dans à la maison privée de M. Boulet, dans le cas qui disait c'est le ministre du Travail, c'est M. Boulet, là, tu sais, monsieur avec les tout frisés, là, blond puis tout gentil, là. Ben, tu sais, il fait des gros projets de loi, là. Il se fait intimider jusqu'à chez eux. On fait une motion. Québec solidaire refuse de... Non, il n'accepte pas la motion. Ça veut dire qu'ils sont pour ça, ça veut dire. Pas vrai? Fait que lui, hey, il a-tu raison? Mais là, hey, c'est au lexique. Oui, il est au lexique. Ben oui, il est au lexique. Il est au lexique. Ben oui. Je vous demande... Là, il demande de le retirer. Monsieur le leader pas retirer ça, du gouvernement... C'est honteux, pareil! Je l'ai entendu venant de l'opposition officielle ce matin, j'ai laissé passer. Ce mot est au lexique lorsque on y accole des intentions. Et j'aimerais que... Je vais être obligé de vous demander. Il est au lexique. Alors, je vous inviterai à le retirer, mais je ne veux plus entendre aucun d'entre vous l'utiliser. Monsieur le premier ministre, retirez-le, nous allons poursuivre. Pathétique. Pathétique. C'est correct?
Monsieur le Premier ministre. Disgracieux? Monsieur le Premier ministre, je veux seulement Correct. vous dire que vous retirez honte, c'est tout, et asseyez-vous après. Gênant. Monsieur le Premier ministre. Il cherchait un mot. Merci, je vais gérer. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, retirez honte. Scandaleux. Monsieur le Premier ministre. Manifestation devant la maison d'un élu. C'est inacceptable. Appuie ça. Les autres, ils appuient ça. C'est ça. Il a raison. Il fait bien de s'énerver pareil. Je vous entends. Moi aussi, on Je les le entend. demande. Merci, monsieur le leader du deuxième groupe. Retirez le mot honte et nous allons poursuivre. Ce sont des extrémistes, Madame la Présidente. Mais je retire. Il en rajoute. C'est des extrémistes, madame. Appelez la police tout de suite. On vient les chercher. On va pas commencer à jouer à ce jeu-là. Il l'a retiré également. Il l'a retiré et maintenant, j'aimerais qu'on poursuive sur un ton respectueux les uns avec les autres. Ah, my God. Quand même. Hein? Pas fort, le QS, là. Pas fort. Pas fort, mais pas pantoute, là. On fait une motion pour dire là, on dénonce le fait que le ministre se fasse intimider par les syndicats jusqu'à chez eux. Puis les autres, ils refusent là, de signer la motion, d'appuyer la motion plutôt. C'est honteux, non, scandaleux, c'est gênant, c'est... Je sais pas comment le dire, là, tu dois le dire. Non, monsieur, retirez ça, là. Puis oui, il faut... Ah, maman, aïe, aïe. C'est des extrémistes, madame la présidente, franchement. Hey, fait que là, ils les ont traités d'extrémistes, tu comprends-tu? D'ailleurs, tu iras voir, là, je te présenterai pas M. Clich-Rivard, là, le leader parlementaire de QS, qui est venu pendant 4 minutes là, répondre aux questions en point de presse là, à l'Assemblée nationale. Je te l'ai mis sur les réseaux sociaux. Tu peux aller voir ça. Je ne l'ai même pas mis en extrait, là, tellement que... Dernière petite capsule. Désolé. PSPP, on ne va pas passer à côté. C'est lui qui a... Il finit quasiment tout le temps parce que c'est lui qui a la dernière question souvent, tu sais. Parce que dans les chefs, c'est sûr, c'est lui la dernière question. Sur HMR, puis là, il passe tout de suite après Madame... puis lui, il y avait le mot honteux, là, tu vas voir dans son... puis il va le dire aussi. Pas de la même façon, OK? Mais écoute, aussitôt que tu dis le mot honteux, c'est l'enfer, mais tu sais, il veut parler du sentiment généralisé de honte. Nous, tu sais, quand tu dis hôpital Maisonneuve-Rosemont, on a comme une petite honte, là. Ah ouais, ah. J'espère juste que j'irai pas là. Moi, je t'aurais pensé, moi, je suis correct, j'ai un super hôpital à côté, là. Faut juste pas que je pogne de... Ben, je sais pas, ils font-tu du cancer, là? Faut que je m'informe. J'ai pas de cancer, tu vas me dire, là, c'est correct. Mais, écoute ça, là, on dirait qu'il est sur des œufs, Paul Saint-Pierre Plamondon, dans cet extrait-là. On dirait qu'il marche sur des œufs. Madame la Présidente, je sais pas si le gouvernement prend la mesure de ce qui se passe à Maisonneuve-Rosemont, mais surtout de ce qui se passe dans la population partout au Québec, devant ce dont on a été témoin. C'est une véritable scène de film, un mauvais film. Des patients là, qui sont transférés parce qu'il y a une panne d'électricité, les fenêtres qui explosent, les infirmières qui sont blessées. C'est vraiment gênant. Il y a un sentiment de gêne, de honte dans la population et d'incompréhension. Comment est-ce qu'on est rendu là? C'est un hôpital qui dessert 10 % de la population Québec, qui dessert l'Est de Montréal au complet. Donc, à titre de député de l'Est de Montréal, je veux que ce soit dit, à partir de maintenant, chaque investissement consenti par ce gouvernement de la CAQ va être mesuré à l'ombre de la honte que représente l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour le Québec. Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît, de gérer ça. Gérer ça. Je vous demande de vous rasseoir. Je vais entendre le reste de la question. Laissez-moi poursuivre. J'ai demandé tout à l'heure de faire attention avec le mot honte et de le retirer. Poursuivez dans le respect. Dans le respect. J'essaie, madame. Ah, le leader,
Simon, Monsieur le leader du gouvernement, il capote. c'est beau, merci. C'est beau. Merci. Chut. Retirez et poursuivez. J'essaie de témoigner le mieux possible du sentiment dans la population. Bon, le sentiment, là, je suis debout. Le sentiment de la population, c'est une chose. Honte à vous, honte au gouvernement, honte à ci, honte à ça. Ça, c'est au lexique. Alors, je vous demande, faire attention, de retirer et de poursuivre. Il vous reste 30 secondes. Je rappelle que le montant nécessaire... S'il vous plaît. Alors, formulez-le de cette façon. Formulez-le de cette façon. Le sentiment de honte, là, comment je peux pas le dire? Retirez-le de l'autre façon et poursuivez avec la bonne façon. Un moment. Voilà. On ne parle que du sentiment dans la population. Parfait, allez-y. Et le montant nécessaire pour la phase 1 de cet hôpital, c'est 85 millions. Tout va être évalué à la lumière de ce montant manquant. Au nom de la décence élémentaire, est-ce que le premier ministre peut faire la seule chose que lui demande le Québec, démarrer les travaux de rénovation d'HMR? Enlever cette honte de nous. Oui. Bien, Madame la Présidente, déjà, je vois que le chef du Parti québécois est plus raisonnable que le Parti libéral. Ce que nous demande le Parti québécois, c'est d'investir 85 millions à HMR. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder. On est en train de regarder si à l'intérieur de l'enveloppe de 19 milliards, on est capable de trouver l'argent pour être capable de réaliser le 85 millions. Donc, on travaille là-dessus, mais je suis content de voir que le Parti québécois n'est pas à la même place que le Parti libéral qui veut qu'on investisse des milliards de dollars à HMR dès maintenant. Complémentaire. À la défense de mes collègues, ma compréhension, c'est qu'il y a plusieurs phases, puis il faut que ce soit quelque part au budget. Bon. Dans quel cas, hier, on a entendu le ministre de la Santé, avant-hier, dire on pourrait aller piger dans le budget de fonctionnement 3 milliards. Je me suis tourné vers la ministre en charge du Trésor et elle m'a répondu qu'elle n'allait pas commenter, qu'il fallait que je pose ces questions-là au ministre de la Santé. Est-ce que la ministre a parlé au ministre depuis ce temps-là? Est-ce que c'est une solution envisagée, oui ou non? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, effectivement, on est en train de regarder à l'intérieur de l'enveloppe de 19 milliards si on peut transférer des sommes. Je suppose que le chef du Parti québécois ne veut pas qu'on pige dans le budget de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, dans l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec, dans le pavillon Sainte-Marie à Trois-Rivières, dans l'hôpital Fleurimont à Sherbrooke, dans Terrebonne, Pierre Le Gardeur, où ils ont maintenant un député, dans l'hôpital de Vaudreuil, dans le laboratoire Saint-Bruno, dans l'hôpital du Haut-Richelieu, dans l'hôpital Anna-Laberge. Donc, j'aimerais une suggestion. Le 85 millions, on l'enlève à qui? Deuxième complémentaire. Ça fait plusieurs semaines que le premier ministre nous place devant ce faux dilemme entre un hôpital et un autre. Le message est clair, puis on avance quand même, là. On avance. Procéder à cet hôpital. Embarquons dans la phase 1. Si les ministres ont peu le temps de se parler sur d'où proviendra cet argent, continuons à travailler, mais entendez ce que la population et toutes les oppositions vous disent. Je ne répéterai pas le mot que je n'ai pas le droit de dire, mais on a des sentiments. Et vous vous adressez à la présidente, la réponse. J'ai des sentiments de... Oui, Madame la Présidente, quand on gouverne, on a des décisions à prendre presque à tous les jours, des décisions qui sont déchirantes. Enlever 85 millions à un, le donner à l'autre. Ce que je comprends, c'est que le chef du Parti québécois, il n'est pas prêt à assumer ce genre de responsabilité-là. Petite claque à la gueule, en fait, pour finir. Là, il n'est pas prêt. On voit que c'est un enfant d'école. Il n'a pas dit ça, là. Ça doit être au lexique, j'imagine, c'est pour ça. Hein? C'est-tu un boulet, ça, pour la CAQ, là, HMR? Tabarnouche, ça. Puis ça, tu sais, HMR, il est là depuis... Il était autant en décrépitude, là, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, là. Tu sais, quand il est arrivé, là, M. Lacaque, M. Legault de la CAQ, on aurait pu parler de la même chose, là. On aurait pu commencer de même, dans le fond. Tu sais. Mais là,
ça démontre, tu sais, ce que je te parle souvent, là, comment est-ce que les journalistes peuvent contrôler l'agenda politique. Ça, c'est un très bon exemple de voir les médias, qui est un pouvoir immense, hein? Le quatrième pouvoir qu'on appelle, que ce pouvoir-là, qui est un grand pouvoir, il arrive là, avec un sujet comme ça, il en parle dans la TV, il en parle partout, automatiquement, ça fait une discussion dans la population. Fait que là, quand tu es un politicien, toi, tu essaies toujours de te fondre à la population dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils veulent. Tu veux être au diapason, au même diapason que la population. Fait que là tu as ça, là. Puis là, tu as juste à prendre le sujet, puis à l'emmener, puis là, tout le monde t'écoute, puis là, ouais, vas-y, t'es capable, là. Tu sais? Fait que c'est là que les journalistes interviennent, je trouve, dans la... Puis c'est correct, je ne dénonce pas, je te dis juste que c'est un cas qui vient jouer dans l'agenda politique. Eux autres, ils ne veulent pas parler de ça, là. Ils veulent parler de bien d'autres choses. Mais parce qu'il y a des reportages chocs, sensationnalistes, qui viennent nous chercher des émotions, ben, ça prend tout l'espace après ça à l'Assemblée nationale. Hey, c'était ça mon petit live à soir. J'espère que tu as apprécié ça quand même, de parler de tous ces sujets-là. C'est sûr qu'on aurait parlé de plein d'autres choses aussi, là, c'est sûr. Mais quand même, j'espère que tu as appris quelque chose, que tu sais où est-ce qu'on s'en va, là. Où est-ce qu'on va dans le tout là-bas? Ouais, je le sais, on arrive. Fait écoute, demain vendredi, hein, il me reste encore quelques journées à pas pouvoir faire de direct, des streams qu'on appelle là, en direct, mais ça va s'en venir la semaine prochaine, c'est certain, mercredi prochain. On va recommencer. J'ai bien hâte de te voir, là, puis pouvoir discuter avec toi. J'aurais bien aimé ça, savoir ce que tu penses tout de suite maintenant. Mais dis-moi dans les commentaires, ça serait bien apprécié. Si tu aimes ça, ce que je fais, tu peux m'appuyer, tu peux me faire un don, tu peux me faire un partage, un commentaire, vraiment, là, c'est vital pour moi. C'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Hey, à bientôt, j'espère.